Sur les listes européennes, ils font un candidat homme, un candidat femme. Sur toutes les listes RN, clairement, ils ont dû galérer pour trouver plein de meufs. À quel moment tu deviens une forme d'acteur en fait de tes propres opinions? On veut justement diriger pour pouvoir ensuite asseoir un pouvoir qui serait le nôtre, alors que l'idée c'est pas d'avoir le pouvoir, l'idée c'est juste de composer avec les parties prenantes. Ouais, bien sûr. Et moi, mon idée à contre-courant, c'est les lesbiennes vont changer le monde. Et on est de retour sur Contre-Courant, l'émission qui est là pour discuter, débattre, échanger d'idées qu'on n'entend pas toujours dites en public pour des raisons ou idéologiques ou de protection de soi-même. On essaye de faire en sorte de discuter entre potes sur des sujets sur lesquels on ne serait pas forcément d'accord ou sur des sujets qui sont pas toujours entendus dans les grands médias ou dans les grands canaux. Ou discutés par les bonnes personnes. Oui, exactement. Est-ce qu'on est les bonnes personnes? Ça, je suis pas tout à fait... Non, mais un peu de diversité dans les gens qui en parlent, tu vois. Exactement. On a évidemment la chance aujourd'hui de recevoir Julia Layani. Merci beaucoup. Vraiment, c'est un plaisir d'être là. Sacré CV. Je vais essayer de faire la liste sans me tromper. Alors, cofondatrice du média féministe Fresh. Cofondatrice de l'agence Élise et Julia, qui a notamment fait une campagne Bulgarie que j'avais trouvée magnifique. Excellent. Du podcast Coming Out, qui avait notamment interviewé tous les candidats à l'élection présidentielle, si j'ai pas de bêtises. Alors, non. T'as une grosse bêtise, mais c'est une toute petite bêtise. Non, c'est un autre podcast qui s'appelle Présidentiel. Alors, où on interviewait tous les candidats à la présidentielle sur les sujets femmes, féminisme et qui était un spin-off de Coming Out, en fait. Non, pas du tout. Qui était une sorte, oui, bien sûr. Enfin, de toute façon, il n'y a aucun autre sujet qui m'intéresse. Enfin, en tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse grandement. L'identité des gens et voilà. Et en fait, je voulais. Enfin bref, on s'en fout, c'est pas du tout le sujet. Mais oui, il y a ce podcast qui existe et Coming Out, qui est un autre podcast disponible sur Spotify où on interviewe des personnalités ou des anonymes sur leur coming out. Et qui font leur coming out dans l'épisode? Parfois ça non, on a eu une seule exclue qui était Benjamin Sixou, une star de notre jeunesse qui a failli gagner la Nouvelle Star et qui était un peu une icône pour les meufs à l'époque et qui a fait son coming out, mais on cherchait pas trop. C'était pas du tout l'idée. L'idée c'était pas d'aller chercher le scoop ou quoi que ce soit, c'était vraiment de créer un espèce de catalogue de coming out pour les jeunes qui en sont de la référence en fait. Démunis, je dirais. De la référence. En vrai, c'est hyper éducatif. D'avoir un portefeuille un peu divers de personnalités qui justement sont passées par là et donc le racontent. Et si les gens se posaient des questions sur leur sexualité, c'est sûr que c'était un bête de truc pour ça. Ah bah grave, de ouf. Bête de travail là-dessus. Et là, très récemment, du coup, ton nouveau podcast Conversation avant la fin du monde, où j'ai écouté que le premier épisode avec Igor Gottesman. Tout à fait. Qui est quand même le mec derrière Five, Family Business, Fiasco là récemment. Ouais, c'est clair. Gros gars. Bah, méga gros gars. Que j'avais rencontré d'ailleurs à une soirée, à ta soirée d'Aniv. Non, c'est de Flora, je crois. Ouais, enfin, il est là à beaucoup d'annives de notre bande de potes, car il est dans cette bande. Exactement. Tu as dû sûrement le voir à mon anniversaire jeter des boissons sur les murs. Exactement. J'en ai pas reçu sur moi, heureusement. Je m'adresse à Igor. J'ai dû repeindre effectivement. Eh bien, ce mur en particulier, mais c'est pas grave, je ne t'en veux pas, il n'y a pas de problème. C'était une pendaison de crémaillère. Tout à fait. Et l'appart était encore en travaux. On fait pas du tout le concept de votre podcast, genre j'adore. Non, on va y venir, c'était important. Et dire qu'en fait, tu te rentres maintenant aussi un peu sur des sujets ciné et production. Ouais, c'est ça, c'est que je me suis toujours un peu intéressée à la création. Et là, je m'intéresse grandement à ça et en tout cas à comment les génies font ce qu'ils font. Et c'est ça qui m'intéresse dans la vie, c'est comment les gens qui savent bien faire quelque chose le font et pour encore une fois créer des catalogues d'exemples pour les gens qui en sont un peu démunis parce que je pense que j'ai pu avoir accès effectivement à un certain nombre de gens que j'ai pu rencontrer dans ma vie et les conversations que j'ai eues avec ces gens, c'est cool de les faire partager au plus grand nombre pour que les gens aient accès à un réseau auquel ils n'ont pas accès dans leur vraie vie, quoi. C'est exactement l'idée qu'on a avec Contre-Courant. Mais l'idée de Valorant m'a y parlé parce que je me suis dit, c'est vrai que toutes les discussions qu'on a entre nous qui peuvent apporter de la valeur à des jeunes qui, tu vois, en fait, se sentent un peu comme à notre place au moment où ils le sont, ça peut les entraîner à faire quelque chose et à développer parce qu'en fait, le point commun le plus ultime entre Jules et moi, à la base, c'était qu'on a entrepris alors même qu'on a arrêté nos études. Et on s'est dit que, alors même qu'on est... sans avoir forcément eu toujours des vies faciles, on est quand même des gosses un peu plutôt aisés, enfin on est plutôt ceux qui ont été du bon côté de la société, tu vois. Et on s'est dit en fait si même nous on a senti une forme de côté outsider en nous, tu vois, il y a probablement pas mal de gens qui ont ce sentiment de en fait on me permet pas d'aller dans le truc du dessus et donc du coup on rencontrait des gens qui sont pas que dans le cliché comme on disait du côté fric quoi, tu vois. Et moi j'ai une autre théorie sur ce que vous êtes en train de dire, c'est que les entrepreneurs traditionnellement étaient moins invités évidemment qu'aujourd'hui. Enfin, dans le passé, les entrepreneurs étaient moins invités dans les médias. Des aujourd'hui, Et en fait, ce que favorise le podcast
et donc la digitalisation, un peu la YouTubisation des longs formats de conversation, c'est un peu c'est toujours des conversations un peu sur le côté un peu outsider comme on dit, c'est-à-dire que dans un podcast t'es beaucoup plus à l'aise de parler en détente que sur BFM, sur un plateau télé. Tu vois, il y a un espèce de truc de confidentialité un peu plus... Alors que non, puisque c'est sur YouTube et que tout le monde peut le consulter, mais l'interviewé est plus à l'aise dans un podcast, je trouve, que sur un plateau télé. Et c'est pour ça que le podcast est ma passion, c'est qu'en fait, on peut aller chercher des gens qu'on voit pas forcément dans les médias et ils vont se livrer, même s'ils sont timides ou quoi... plus facilement dans un podcast. Mais de ouf, et il y avait eu une analyse que j'avais trouvée passionnante, il faudrait que je vous retrouve la conférence, je crois que c'était une conférence d'Idriss Aberkan sur le futur des médias, et il expliquait comment en gros... J'adore Idriss Aberkan. Il est très très chaud. Il est trop fort. Et en fait, sa question c'était comment, de cette partie-là de la conférence, c'était comment tu transformes en fait un truc qui est factuellement non prouvé, enfin t'as aucune preuve concrète, et quand tu transformes ça en une news officielle sans toujours aucune preuve concrète. Et en gros, il dit, tu pars d'un tweet, par exemple, tu vois, mettons un tweet, Jules, Julia et Valran sont des espions russes, par exemple, tu vois. Et mais vraiment, un premier degré, ce tweet-là va être repris par un article de blog qui va essayer d'étayer 2-3 images de nous en faisant avec des gens qui sont proches d'eux. Puis derrière, un média de seconde zone va reprendre le truc, puis un média de zone, enfin de première catégorie qui va le reprendre jusqu'au moment où ça devient en fait télé ou mainstream et tout ce que tu veux. Et ça sur la base d'un tweet qui après fait toute la roue. Absolument. Et continue de colporter en gros des informations non vérifiées en mode comme si c'était le cas, parce qu'en fait ta source de départ elle est complètement erronée. Tout à fait, c'est comme les gens, je fais un petit parallèle qui n'a aucun rapport, mais c'est comme les gens qui veulent aller vivre aux États-Unis, donc qui ne sont pas américains et qui font le visa O1 qui est le visa artiste, et quand tu es un artiste qui n'est pas américain, tu postules pour avoir ce visa-là, qui est un visa qui te permet de travailler aux États-Unis en tant qu'artiste pendant 1 an. Et en fait, ce que font les gens souvent, c'est qu'ils postulent pour ce visa, ils payent un avocat pour créer de faux articles sur eux sur Internet, parce qu'en fait, c'est ça, t'as le visa si absurde. On voit que t'as des... Énorme. C'est un peu comme la certif Insta, t'as le visa si t'as des articles sur Internet, tu vois. Et en fait, t'as tout un trafic de faux articles sur des faux blogs et des faux journaux fictifs pour que des gens obtiennent ce visa et se fassent passer pour des artistes pour le gouvernement américain et qu'on leur donne leur visa. C'est énorme. Petit parallèle. L'avantage aussi, t'as complètement raison. L'avantage aussi avec les podcasts, c'est qu'on a un peu ce retour du format long, alors qu'à la télé, donc tu coupes pas ton invité, toi, tu le laisses développer. Il y a des gens qui sont un peu plus longs, tu vois, pour développer que d'autres. À la télé, on te demande d'être super concis, d'être super juste, et on te laisse 15 à 20 secondes pour étayer un propos, et on te balance un autre propos de ton voisin à gauche, ton voisin à droite. Souvent, les gens n'ont pas forcément de rapport les uns entre les autres, donc tu sais pas trop comment te placer quand tu vas avoir un propos un peu plus calme, et justement une justification qui prend un peu plus de temps qu'une autre. Quoi. Ah mais moi les plateaux télé me terrifient, je suis pas très bonne dans cet exercice-là en télé. Moi je viens de la radio, en fait mon premier job c'est animatrice radio sur Énergie. Et donc en fait c'est mon premier job, ressortir de mes études. Quel CV. C'est lent. T'as quel âge toi, du coup ? J'ai 30 ans. Ok. Putain, et en fait j'étais dans l'émission de Guillaume Play de 22h à minuit, la radio libre d'Énergie. Énorme. Ouais. Ça pour le coup moi j'ai écouté. C'est lui qui m'a donné mon premier job. On l'a vu la semaine dernière un dîner. Grave, je l'adore. Et et donc j'ai appris un peu dans les médias traditionnels les coupures pub et le fait que en fait il te reste 10 secondes d'antenne, donc en fait tu dois finir ta phrase au maximum. En fait ça casse un peu les idées et l'intellect, je dirais. Ouais, mais c'est une phrase qui m'avait fait beaucoup réfléchir quand on avait interviewé, mais ça remonte il y a 2-3 ans, Raphaël Enthoven, le philosophe, et on l'avait challengé sur le fait de est-ce qu'un philosophe doit être sur Twitter, qui est un truc qui à la base paraît hyper contre-intuitif et tout. Et il nous avait dit c'est pas vraiment Raphaël Enthoven le philosophe qui est sur Twitter, c'est Raphaël Enthoven le franc-tireur, parce que quel intérêt d'être sur Twitter si tu n'es pas un franc-tireur. Il avait même pas monté le média franc-tireur à l'époque, tu vois. Et ça m'a fait frapper parce qu'en fait c'est exactement la même chose avec la télé. Ça sert à rien de faire de la télé ou de la radio si t'es pas un franc-tireur. C'est là pour des idées tranchées, simples, basiques. Parce qu'en fait t'as ce truc de 30 secondes on termine, tu vois, et t'es en mode comment ça 30 secondes on est en train de parler d'un conflit géopolitique qui s'étale sur 200 ans d'histoire frérot. On va faire 30 secondes, tu vois. Complètement. Et en fait c'est d'une forme de prêt-à-penser mais qui est nécessaire aussi parce que c'est un début d'accès à des idées aussi. Enfin, c'est 100%. C'est un peu ce qui fait aussi qu'aujourd'hui on a des audiences qui se segmentent dans des espèces de bulles, tu vois. C'est qu'en fait la télé demande cette espèce de rapidité de la propagation de l'information, de la rapidité
pour la question de l'opinion. Et donc les gens vont juste s'attacher à quelques bulles qu'ils vont retrouver dans soit des séquences télé, soit des séquences, et encore plus aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux pour le coup favorisent cette culture, tu vois, de la consommation rapide, du contenu très vif. Et donc en fait c'est à cause de ça qu'aujourd'hui on a des espèces de bulles irréconciliables qui n'arrivent pas à se parler, quoi. Mais bon, comme dans tout, il y a un revers de la médaille, enfin il y a un bon côté, un mauvais côté de la médaille. Le bon côté, c'est qu'on va à l'encontre de l'uniformisation de la pensée. Quand mon père me raconte que quand il était jeune, il y avait que 3 chaînes, etc. Et nous, on est en mode, on est accablé de différentes informations. Enfin, voilà. Mais à la fois, on devient spécialiste sur des micro-sujets avec des micro-audiences. Et je trouve que c'est une opportunité incroyable pour apprendre rapidement, se spécialiser, se professionnaliser vite sur des sujets, quoi. Et ça change aussi les dynamiques de pouvoir. Moi, ça m'a toujours beaucoup marqué qu'il y ait des gens que tu vois jamais à la télé qui, en fait, sont plus vus quotidiennement par des Français que des gens à la télé, tu vois. Évidemment, l'exemple évident, c'est les youtubeurs, mais tu peux prendre pas mal d'autres exemples par rapport à ça. Et l'exemple de Idriss Aberkan, mais je trouve qu'il y a 2-3 exemples intéressants du côté de Idriss Aberkan, de Juan Branco et tout, tu vois. Parce qu'en fait, c'est des gens... les médias mainstream les ont complètement cancel, alors qu'à une époque ils avaient Tribune très facile. Idriss Aberkan il faisait la une du Point, Juan Branco c'était l'avocat de Mélenchon, enfin tu vois, il y avait un délire. Et je crois que c'est le Covid, donc leur position sur le Covid, et je crois que c'est peut-être Juan Branco c'est d'autres opinions, quand même qui l'ont fait cancel. Et mais alors... personnellement je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Non mais je dis même pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Idriss Aberkan je l'adore vraiment, c'est le sang. Mais Juan Branco it's not de sang. Oui, et pour moi je préfère Idriss Aberkan que Juan Branco sur ce qu'il partage comme contenu. Ce que je dis juste, c'est qu'il est passé de avocat de Julian Assange et avocat de Jean-Luc Mélenchon en mode le petit avocat Rosta, jeune et tout ce que tu veux, à un mec complètement cancel des médias sur la base de l'histoire, en gros, Benjamin Griveaux et tout ce que tu veux. Mais en fait, Idriss Aberkan, il s'est passé la même chose, mais parce qu'en fait, lui, il a pris des positions anti-vax. On parle d'un mec rebeu qui a fait la une du Point à moins de 30 ans. Il y a un délire quand même, tu vois, le mec, tu sais, c'est pas... Mais moi, j'adore le personnage. Oui, après, Idriss Aberkan, c'est un cerveau exceptionnel et c'est un mec qui a fait énormément d'études, etc. Mais c'est un peu quand même un espèce de personnage aussi... storytellé et créé par lui-même, c'est un peu un acteur aussi. J'adore quand il balance l'intégralité de son CV en permanence à chaque fois. Tu sais, c'est vrai quand il se présente. Moi, j'ai 8 doctorats et je les ai fait. Quand il se présente, c'est très drôle. Et genre, mais après, je respecte grave et peut-être que lui il fait ça parce que je sais pas, tu vois. Être crédible, peut-être. Je crois beaucoup à la transmission transgénérationnelle. Je sais pas, ça se trouve, ça remonte, j'en sais rien. Bon, bref, chacun sa personnalité et je l'adore. Mais c'est quand même un personnage. Je dirais un peu de fiction, ce mec, genre il est iconique, c'est un peu un acteur. Après, genre j'adore, je regarde beaucoup de ses contenus. Je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est une bonne question. À quel moment tu deviens un peu une forme d'acteur en fait de tes propres opinions. C'est un truc que nous on remarque beaucoup avec le crayon dans les gens qu'on reçoit. T'as des gens, tu leur parles en on, en off, c'est le même délire. C'est clair, Et t'as des gens, t'as vraiment un... Non mais de toute façon, mais pour se démarquer de toute façon dans ce brouhaha permanent qu'est notre génération et qui a commencé depuis Twitter, je pense, parce que c'est vraiment Twitter, à mon avis, qui a donné la voix aux citoyens et à tout le monde. C'est grâce à Twitter que n'importe qui peut s'exprimer, en fait. C'est une bonne chose d'un côté, une mauvaise chose de l'autre, ok, mais je pense que c'est depuis ça. Et en fait, dans ce brouhaha permanent qui est notre génération, où chacun peut devenir une personnalité, une star, un intellectuel, un je ne sais quoi, eh bien, on se crée tous forcément un storytelling autour de nous et une sorte de rôle. Ok, c'est en mode genre, à partir du moment où on est passé d'un stade où il y avait besoin de la validation d'un rédac-chef ou d'un producteur pour prendre la parole je prends la parole et on verra l'algo. Tout à fait. C'est vrai qu'on a un peu tous autocrié là, quelle est notre légitimité ? Enfin, on a grave de la légitimité. Moi, je le sais, tu vois, parce que je vous connais, je vous aime. Mais c'est vrai qu'avant, il fallait remplir énormément de stades de légitimité pour proposer un contenu au public. Là, aujourd'hui, comme dirait Orelsan, pour faire des films, il faut juste un truc qui filme. Donc, en fait, n'importe qui peut créer des choses, ce qui est génial. Et ce qui peut aussi avoir des mauvais côtés. Mais effectivement, on est tous un peu obligés d'être en sur-nous. D'ailleurs, je renvoie à Nietzsche, le surmoi. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, le surmoi et sortir de soi-même et devenir quelqu'un d'autre, forcément pour se sortir du lot, quoi. Non, mais c'est un truc de ouf. Et c'est vrai que...
Analyse nietzschienne de grand talent. Bah ouais. Julia la philosophe. Non mais en vrai, et d'ailleurs moi je le vois beaucoup dans les gens qui sont un peu, on va dire, dans la next generation, donc ceux qui ont aujourd'hui entre, on va dire, 18 et 22, bon t'es dedans, mais toi t'as pris l'ascenseur avant tout le monde. 21. Excellent. Ah, il est trop superbe. Et tu vois, il y a quand même vraiment cette obsession d'être connu, d'avoir des abonnés, de ce que tu veux, à laquelle je mentirais si je disais que j'aspirais évidemment pas un peu à ça moi aussi, tu vois. Mais je me rends compte que... On veut tous être des énormes stars en réalité. Ouais. Faut le dire, moi je pense. Oui, mais en fait, la suite est très décevante. En fait. Et je pense que toi, comme moi, pour le coup, qui avons atteint un stade de notoriété important, mais pas du tout national, tu vois, on est vraiment dans la catégorie du milieu, tu vois. Qui est un sas étrange. Oui, mais qui est pas plutôt cool. En vrai. Qui est plutôt cool. Ah non, mais trop bien. Parce que du coup, tu peux être invité à un festival de Cannes, mais c'est pas toi qu'on va venir harceler à la soirée. Vous êtes un peu dans le rêve de ceux qui sont très très connus. Oui. En fait. Ouais, peut-être. Ouais. Je pense, ouais. Privilégié un peu en fait. Ouais, non mais grave. Non mais c'est on va souhaiter. Non mais de toute façon comment dire, en analysant, il y a toutes sortes de célébrités et il y a toutes sortes de fulgurances vers la célébrité. Mais te connaissant et toi alors d'ailleurs, faut qu'on parle parce qu'en fait Extra Student, je sais pas exactement ce que c'est, mais il faudra que je te parle d'une idée que j'avais eue quand j'étais pendant mes études et que je crois qu'il ressemble un peu à Extra Student. Je suis en mode si tu es moi et je suis toi et on est ensemble là aujourd'hui, donc c'est super. On est tout à fait ensemble. Mais oui, donc le stade de célébrité médium. Non, ce que je voulais dire, oui, voilà, c'est ça, c'est que forcément un entrepreneur, surtout aujourd'hui et surtout avec la médiatisation des entrepreneurs, qui est un truc de ouf aujourd'hui. En fait, un entrepreneur pour moi, c'est un mec ou une fille évidemment, qui rêvait d'être chanteur ou acteur quand il était enfant. C'est vrai. Et qui en fait a été confronté à la vie et qui s'est dit non, je vais peut-être pas faire ça parce que c'est trop risqué, mais je vais faire un truc dans lequel je suis bon. Entrepreneur, devenir connu, être médiatisé, même si je vends, même si je suis genre le plus grand boulanger. Cédric Grolet pour moi c'est genre un super exemple. C'est un mec qui a un pâtissier, c'est un artiste superstar, mais un niveau de superstar qui est genre ultra élevé. C'est hardcore. C'est genre Mbappé quoi en fait. Ce mec connaît des stars vraiment américaines, c'est-à-dire il va dans des soirées où il y a des Jay-Z, où il y a des mecs comme As. Mbappé du dessert. Exactement. C'est je crois le premier pâtissier peut-être au monde à être aussi connu. C'est le Mbappé du dessert. Vraiment c'est pas du tout une blague. Vraiment international. Ça c'est possible depuis 10-20 ans. Avant ça rejoint une de tes théories, c'est que Cédric Grolet, alors que aujourd'hui le pays lui a pas donné la crédibilité qu'il a assise grâce à ses contenus et grâce à la propagation qu'il a eu très rapidement grâce aux réseaux sociaux, c'est le contenu qui lui a donné. Si jamais Cédric Grolet ne s'était jamais lancé dans le contenu, pour le coup je prêche pour une fois pour toi, si jamais il avait jamais fait de contenu, ce gars-là, il aurait pas été le Mbappé du dessert. Ce serait resté les Cyril Lignac, tu vois, les grands, un peu avec leur stature de grand pâtissier à la française. Tout à fait. Du grand écran d'ailleurs. En fait, comme quoi le petit écran, il a quasiment pas fait de grand écran, si je me trompe pas. En fait, nous alors le petit écran normalement c'est la télé, donc nous on est dans un écran encore plus petit quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. On est dans le micro-écran. Non mais c'est marrant si je te dis ça. Le micro-écran, c'est un peu un changement de. Mais grand écran genre cinéma. T'as raison. Ouais. Petit écran télé et nous on est dans un écran, il est. Ouais, c'est ça. Mais un jour les gens ils vont théma des contenus sur leur Apple Watch, ça va être un délire. Dans leurs yeux, juste un peu. C'est malade. Dans un Apple. Vision Pro. Ouais, voilà. Mais c'est clair, oui, mais c'est vrai que le contenu, quand tu parles de contenu et de l'autoproduction du contenu, en fait. Bien sûr. Ça, la révolution vraiment visuelle, digitale d'aujourd'hui. En vrai. C'est de l'autopromo, c'est littéralement de l'autopromo. Et c'est marrant de se dire qu'en fait, c'est devenu à ce point-là une industrie qui prend en fait absolument tous les aspects de la life, parce que quand tu prends l'exemple un peu de toutes les grosses mobilisations qu'on a pu voir, donc là il y a Gaza très récemment, mais il y avait eu les Ouïghours à une époque, il y avait eu l'Ukraine. Toujours maintenant. Hein. Oui. Ouais. Non, je veux dire la mobilisation médiatique, bien sûr. Le fait que ce soit plus le cas maintenant, c'est une belle hypocrisie, donc on peut revenir après si ça t'intéresse, tu vois. Mais ce truc-là est en fait à la base permis par l'autopromotion, le sans permission des réseaux sociaux, tu vois. Complètement. Et ce truc de sans permission est, je pense, un truc qui fait flipper tous les détenteurs de pouvoir précédant en fait cette rupture, tu vois. Et qu'en fait les grands médias, les grands politiques, les grandes entreprises, un peu tu sais, ceux qui, on va dire les 500 plus gros de chaque domaine de la société en France, pour une bonne partie d'entre eux, sont devenus paniqués par les réseaux sociaux parce que ça devient un truc qui les a débordés par le bas. Ce qui est un truc assez unique en fait, mine de rien.
c'est quasiment une forme de révolution française par le contenu, quoi. Il y a un délire de fou. C'est une reprise de pouvoir dans certains points de vue. De malade, grave. Et ça peut être même un peu choquant quand tu vois effectivement qu'il y a des personnes qui sont sur des listes européennes. Je sais pas si le podcast va sortir avant ou après le 9 juin, mais en tout cas, il y a des... Bon, on s'en fout. Il y a des jeunes qui sont sur des listes de partis politiques pour les européennes et qui ont émergé depuis... là, quelques mois, notamment par exemple dans la guerre Hamas-Israël. En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est un peu dans la suite logique de la communication politique, si tu veux qu'on parle de on avait fait politique. un sujet, tu vois, genre dans mes cours d'histoire de communication politique, il y avait par exemple l'exemple de Jean Le Canuet qui était un candidat aux premières élections présidentielles de la Ve République et qui avait mis un ciré jaune et qui avait les dents super blanches, et c'était un exemple de personal branding de l'époque. Exactement, c'était un peu le premier exemple de personal branding un peu démarquant, et c'était un truc de ouf et tout pendant cette campagne. Ouais, grave. Et donc aujourd'hui on est arrivé donc à un autre extrême évidemment, mais tout ça est dans une logique effectivement mais bien sûr, mais en vrai de communication personnelle, quoi. Ouais, mais en vrai, et puis j'étais avec qui m'a fait cette réflexion là. Oui, j'étais bref, je suis en gros jury, membre du jury et ambassadeur des trophées de l'avenir d'Europe 1 cette année. Bravo. Sartek. Mais attends, ok. Et donc du coup dans le jury, j'ai en gros plein de personnalités un peu stylées du monde du business, comme la directrice générale France de LinkedIn, la femme qui a monté La Redoute et qui l'a revendue, donc bête d'entrepreneuse et tout ce que tu veux. Et il y avait un entrepreneur que je citerai pas parce que comme je suis pas tout à fait certain que ça venait de lui, je veux pas traverser ses propos, qui est un gros gars, on parle d'une boîte qui a 100 000 employés, enfin on parle d'un gros gars, quoi, tu vois, d'un vrai gros gars, et qui m'a dit qu'en fait on est passé d'une république des industriels à une république des comment appelle ça, des spin doctors à la République des communicants. En fait, tu vois. Ah ouais, de ouf. Donc en gros, t'as eu les ingénieurs et les industriels qui contrôlaient un peu ce qui se passait à l'échelle de l'État. Puis t'as eu en gros les spin doctors, les stratèges, donc en gros un peu on va dire les élites science-pistes, on va dire des années 95-2010 quoi. Et là aujourd'hui on est dans la République des communicants. Bien sûr. Et donc je me pose beaucoup moi à titre perso parce que je suis obligé de me regarder dans le miroir et me dire que nous on est deux agences qui sont en fait à la fin des agences de communication et deux médias, bah on est genre vraiment en plein milieu de ce truc là, tu vois. Et donc du coup je me dis c'est quoi la valeur ajoutée qu'on apporte à ça, tu vois? Est-ce qu'on rajoute pas du bruit au bruit? Enfin, c'est quoi le truc? Et je pense que dans une ère où le volume d'attention que génère le contenu, bah, la communication apporte une énorme valeur. Parce qu'en fait, la parole d'un président aujourd'hui, bon, on a reçu Macron là, on a reçu Macron la semaine dernière. Ouais, comme ça, c'était. Je le dis, voilà. Sartek, mon frère. En vrai, on est trop content. Bah mais je t'amène juste sur mon point, parce que vraiment, c'était même pas pour flex que j'ai dit ça. C'était pour dire que en fonction de ce que dit Macron, l'impact est 10 fois plus important qu'il y a 20 ans, qu'il y a 40 ans. Et donc en fait, la communication, c'est pas que c'est une république des communicants, je suis d'accord que c'est une dérive, mais c'est aussi que la communication est devenue un enjeu central. Parce qu'en fonction de ce que Mélenchon, Macron, Marine Le Pen va communiquer, pareil en fait pour le patron d'une boîte, Elon Musk, Bill Gates, le mec de Nvidia, j'oublie toujours son nom, bah, ce qu'ils vont dire va créer ou détruire de la valeur. Oui, de ouf. Littéralement. Et ça, je donc trouve c'est pas que ça un détail. a toujours été en politique, c'est-à-dire la voix du dirigeant a toujours été fait gage toujours d'autorité, mais je trouve que l'exemple En Marche, Renaissance et je sais plus quel encore autre nom ils ont donné, mais en tout cas Renew Europe. J'aime pas dire le macronisme, mais c'est un peu ça. Enfin, en tout cas, leur exemple à eux est un exemple de nec plus ultra de la communication politique. C'est vraiment, je trouve, un cas d'école international, ce que c'est que le macronisme en communication politique. Mais je crois, j'ai eu l'occasion et la chance de rencontrer Jacques Séguéla, qui est le plus grand publicitaire au monde, on peut le dire. Ouais, on peut le dire. Il se dit lui-même plus grand publicitaire au monde, mais on dit aussi ça de lui. Et en fait, j'adore les gens qui s'auto. non, mais je suis comme ça, mais j'ai iconique, il faut absolument que vous le receviez.
Il est incroyable. Et en fait, c'est la première fois en politique que, donc c'était dans le cas de la campagne de Mitterrand, qu'un candidat à la présidentielle prenne un publicitaire fait en chef de communication de sa campagne, si tu veux. Avant, il y avait effectivement des professionnels politiques de communication politique. Mitterrand a cassé un peu ce truc en disant non, je vais prendre un publicitaire qui a inventé une tonne de slogans, qui a fait beaucoup de publicités iconiques, et en fait il va faire ma campagne. Et en fait, il a gagné. Et je crois que c'est un peu le point de départ de ce que tu dis là, de communication, politique, tout ça se mélange. Moi, je pense en revanche que le macronisme a un peu tué justement ce côté très valorisant de la communication politique, parce que à trop communiquer, moi aujourd'hui je le vois parce que je suis les candidats macronistes sur les réseaux sociaux, je les écoute parfois quand j'allume BFM, ce qui m'arrive pas très souvent non plus. Mais en fait, quand tu les écoutes, t'as plus l'impression de les écouter parce que tu les entends tellement en radio le matin, en quotidienne, à la télé, sur tes réseaux sociaux, que du coup tu te dis en fait c'est quoi l'énième truc qui va m'apprendre? Probablement pas grand chose, donc t'es beaucoup moins sujet à l'écoute. Et donc je trouve que le fait de trop communiquer aussi a un peu tué cette communication, parce que le fait de plus créer l'événement quand tu t'adresses aux gens fait que les gens t'écoutent quasiment plus, ou alors beaucoup moins qu'avant. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a des périodes, il y a des moments où on l'entend moins, où tu vois, il y a eu des grands moments dans le second quinquennat, même dans le premier, où on l'entendait moins, où il travaillait vraiment en zoom sur d'autres sujets, où il envoyait d'autres représentants à lui, mais tu vois, il y a toujours ce mouvement de distance, proximité. Là, par exemple, il est là à fond parce que effectivement, les Européennes, ils sont pas à fond. Après, ce qu'il faut préciser, et ce qui est très très fort, c'est que pour le coup, il était pas très visible, Macron, ces dernières semaines-là. Tu vois, il a pas fait beaucoup d'interviews, il a pas fait beaucoup de sorties. Vous êtes, je pense, le seul média avec Gaspard et probablement et Hugo, il y a au début de l'année. Oui, mais là, je parle sur le dernier mois, à l'avoir chopé. Alors qu'ils sont en pleine campagne européenne. Mais dans les médias de notre génération, il y a Hugo, Gaspard et nous qui l'avons reçu. Mais même au-delà des médias de génération, sur un spectre Hugo, Gaspard, plus gros. vous, McFly et Carlito, je dirais, mais c'est pas vraiment des médias. Mais c'est moins récent. L'audience est jeune. C'était extrêmement fort. L'audience est jeune, les créateurs ne le sont pas. Ça aurait été énorme. Quoi ? L'audience est jeune, les créateurs ne le sont pas. L'audience est jeune, les créateurs ne le sont pas. Ouais. Oui, enfants, bien sûr. T'es plus jeune. T'es plus jeune quand t'as des enfants. En revanche, ça c'était énormissime. De réussir à lâcher une vidéo dans le jardin où le mec, il est comme s'il était à la maison, il fait des blagues sur. Mais tu vois, a posteriori, ce serait très intéressant de les recevoir pour leur demander, juste sur cette expérience-là, ce serait même carrément un cours de communication politique. C'est genre, est-ce que vous regrettez ou pas ? Ouais, parce que ça leur a fait vachement du tort, tu vois. Ouais, et puis même nous, on s'est retrouvés un petit peu en porte-à-faux par rapport à eux, parce qu'on avait fait une interview avec Rémi Gaillard, qui était une méga bonne interview, qui était pas intéressante. Excellent. Et il a tiré à balles réelles sur eux en mode genre. En mode pas cool. En mode genre, il n'est pas allé dans le feu. Ah oui. Ouais, mais il tourne un peu Rasral. Et après, derrière. un peu, alors que c'était genre le numéro 1, il était génial. Les médias ont commenté ça. Enfin, après, tu connais la danse, hein, c'est toujours la même chose. Mais là-dessus, vraiment, je reviens sur ce côté créateur ou destructeur de valeur dans la com. Moi, ce qui me bute et ce qui me fait chier, et je veux passer un gros SO à une chaîne dans ce sens-là, c'est les gens produisent pas de fond, donc vulgarisent pas leur sujet. Donc en fait, t'en sors pas grandi, donc tu t'en sors pas à créer de la valeur. Et c'est vraiment Thinkerview, qui est une chaîne gigantesque à qui je rends hommage et que j'adore. Il y a une interview de Haroun qui est sortie. Je sais pas si vous voyez Haroun. L'humoriste clivant. Ouais. Clivant, tu trouves ? Non. Je sais pas. Non, mais moi je l'adore. Mais... Moi je l'adore pour le coup. Non, mais oui, enfin. Et le. Ouais, si peut-être. Oui, c'est vrai, non, mais tu vois, intéressant. Ouais. Moi, je le trouve clivant et toi, t'es en mode non, mais sûrement que d'autres vont dire qu'il est clivant, il est pas clivant, on peut pas rire de tout et de n'importe quoi. C'est clivé de dire qu'il est pas clivant, c'est quand même ouf comme concept. Excellent. Mais pour le coup, et tu sors une interview d'Haroun de 2h, 2h30. T'as enfin un gars qui peut s'exprimer. Haroun, tu sens bien en plus que c'est pas l'humoriste, il écrit une blague avant de venir sur scène, quoi. C'est un mec qui vraiment, tu sais. Ouais. Et ça fait du bien. Oui, mais ça, c'est favorisé par le podcast. Le podcast, le temps long, en fait, c'est. Mais pourquoi dans ce cas-là, les grands, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs les plus connus, bon, ça, ils le font un peu eux pour le coup. Les grands artistes, les grands cinéastes, les grands politiques, pourquoi ils le font pas cette. Il y a une question de temps aussi, hein, ça prend un temps fou déjà. Ouais, mais il y a un moment, ça crée de la valeur et ça fait des vues qui aujourd'hui sont très concurrentielles avec ce que tu fais par ailleurs. Et moi, je trouve ça trop dommage que t'aies pas des réalisateurs de films, je sais pas, mais des qu'est-ce que je peux prendre comme exemple d'un truc français, tu vois. Non, mais grave, moi, c'est ça que je fais en fait dans la conversation avant la fin du monde. Merci beaucoup. C'est ça que je trouve ça trop stylé. C'est que je vais aller chercher des personnalités. Bon, moi, le cinéma, ça m'intéresse vachement et tout en ce moment. Un Pierre Ninet ou un Adèle Exarchopoulos sur une conversation avant la fin du monde. Alors, tu vois, eux, c'est des acteurs, ils ont fait des formats longs.
Tu vois, Adèle, elle a été chez Léna. Pierre, oui, c'est vrai. Il a déjà fait des podcasts, etc. D'ailleurs, il a fait aussi celui de Léna. En fait, globalement, Léna a tous les gens frais de cette planète. Mais c'est ça, combien de temps j'ai jamais écouté mon canal. Ça dure 1 heure. Mais là où je veux te donner raison. C'est pas seul. C'est pas seul. Ils sont pas seuls. Si, ils sont 6. Non, ils sont en mode ils sont en mode tête, on se parle et tout. Ah d'accord. Mais là où moi, ce que je veux, c'est aller chercher évidemment ces gens-là parce qu'ils sont iconiques, tu vois, des Adèle, des Pierre et tout. Mais aller chercher aussi les réalisateurs, les gens qu'on voit moins, les producteurs, les professionnels du cinéma ou d'autres professionnels d'autres métiers. Igor, typiquement, des gens que tu n'entends pas. C'est son premier long format podcast solo dans Conversation avant la fin du monde. Alors que le mec est genre. Enfin, c'est une icône de notre génération. On l'aime. Five, c'est un film culte pour nous. D'où il n'a pas été invité dans un format long pour raconter toute sa life et donner des conseils. Genre, j'étais en mode. Les entrepreneurs, ils ont même pas d'employés. Ils ont déjà fait 10 podcasts. Alors que lui, le mec, il a des séries comme Family Business. Même les producteurs et les productrices de ciné. Moi, j'ai envie de savoir, en fait, qui sont ces gens. Moi, je trouve que hyper intéressant avec ton format, c'est qu'en fait, t'invites des gens qui, eux, leur personne n'a pas eu un impact sur les gens. En revanche, leur œuvre a touché tout le monde. Évidemment. Et donc, c'est ouf d'avoir, de pouvoir mettre déjà une tête sur un truc que t'as vécu. Donc, typiquement, quand t'as vu Five, ça dure 1h45, 2h. Tu mets une tête sur Five. Et c'est ce mec-là qui m'a fait vivre ces émotions-là. C'est ce que je trouve très fort avec le fait de mettre en avant des personnalités qui sont pas très connues, tu vois. En tout cas, pas médiatiques ou en tout cas pas contenues. Mais qui ont elles-mêmes proposé des contenus qui ont été hyper viraux et donc qui ont plu et qui ont séduit beaucoup de gens et qui du coup viennent en parler a posteriori et tu vois, parler à l'audience, c'est hyper intéressant. C'est ça qui est intéressant. Et même mettre en lumière les stars des domaines qu'on ne connaît pas. Tu vois, là on prend l'exemple du cinéma et peut-être que ça va pas intéresser pas mal de monde, mais il y a dans tous les autres domaines, ça vaut pour tous les autres domaines. Je veux dire, moi par exemple, je veux interviewer les plus grands chefs-op français qui existent, qui font des films aux États-Unis de ouf avec des Scorsese et tout. Les mecs qui sont français. Ça me ferait un peu plus chier quand même pour le coup. Ouais, mais en fait, quand quelqu'un est passionnant, en fait, il n'y a pas de hiérarchie dans l'intérêt que peut produire, l'intérêt du métier que peut produire. Putain, attends, ces phrases sont des mots comme ça. Ce que je veux dire, c'est que le boulanger le plus frais. Et un mec, et si c'est une personne qui s'exprime et qui passionne les gens et qui est méga inspirant, tu vas écouter son podcast et tu vas kiffer ta race. Non, 100%. Moi, ce que je disais, c'était pas ça. C'était plutôt que je réfléchis parce que moi, j'ai beaucoup poncé de YouTube ciné. Ouais. Je suis même arrivé sur YouTube et je suis tombé amoureux de YouTube quand j'avais 12 piges sur le Fossoyeur de films. Donc, le plus gros YouTubeur ciné français. Et à chaque fois, les sujets qui m'ont le plus passionné et que j'ai l'impression qu'ils passionnent les audiences, c'est qui a l'idée derrière l'histoire. Qui raconte l'histoire dans un film. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs en fait que effectivement parfois les acteurs sont un peu moins intéressants que les réalisateurs ou les scénaristes, tu vois, parce que c'est pas forcément eux qui ont le propos, on va dire, très derrière. Et c'est certes ceux qui font la promo dans les petits formats courts de Combini, Geoffrey, on t'embrasse, en mode genre Batman, Superman et tout. Mais celui qui pour moi va produire le podcast le plus intéressant, c'est celui qui est ou à l'idée originale, ou au script, ou à la réalisation. Et genre typiquement par exemple, genre l'interview de Hugo Décrypte de Christopher Nolan, j'étais en mode genre merci. Ouais. Juste, grave. Merci de me donner ça, c'est un petit cadeut. Je vais me mettre sous l'oreiller comme ceci. Bien sûr. Et là c'est Christopher Nolan, donc ça reste quand même un mec. Mais il y en a d'autres. Genre, ouais, bien sûr. Enfin, Christopher Nolan, tout le monde ne sait pas à quoi il ressemble, etc. Parce que c'est un réal, machin. Mais ça reste Christopher Nolan. Mais t'as des réals qui sont absolument pas connus, qui ont fait des chefs-d'œuvre. Et qu'il faut mettre en avant. Un exemple d'une personne genre d'un réal. N'importe quel mec qui a eu ou femme évidemment qui a eu la Palme d'Or ces derniers temps. Justine Triet, on l'a mis sur un piédestal, etc. Et on l'a rendu méga visible. Mais avant ça, on savait pas à quoi elle ressemblait en réalité, tu vois. Mais genre la Palme d'Or de cette année, de l'année d'avant Justine Triet, de l'année d'avant, on les connaît pas. Jamais entendu parler. Tu vois ce que je veux dire. Alors que Julia Ducournau, c'est une Française. Ouais, elle a eu la Palme d'Or. Genre, enfin. Qui connaît sa tête, tu vois ce que je veux dire. Donc cette gaffe fait grave et titane. D'ailleurs, je lui ai envoyé un inbox sur Insta, il faut que tu me répondes, Julia. Tu lui as envoyé un sexto ? Non, tu sais, moi je reste assez cordiale, je suis détente. Mais voilà, oui, excellent. On fait pas de podcast en fait, on fait pas de concept. Moi je veux bien, moi je suis bien avec vous, il y a pas de problème. On passe à la partie. Vas-y. Oui, mais c'était pas c'est tout parce que il y a un moment où c'est intéressant. C'est intéressant. Grave, mais là comme ça tu structures un peu ton. Ouais. Je sais pas, mais. Ok, effectivement. Non, mais vas-y, parce que c'est notre invité. Tu veux que je présente le truc ? Attends, on refait parce que du coup on n'a pas. Du coup, Julia, est-ce qu'on peut passer à la partie affirmation ? Mais avec plaisir, bien sûr. Ton idée à contre-courant. Attends, je dois dire. Ah, on n'a plus le bocal avec les idées là, comme avec Gaspard. On change les règles, on me prévient pas. T'avais les papiers, toi ?
non, mais vous avez, là, vous avez des bureaux de 400 mètres carrés, donc vous avez bien une feuille et des crayons. Oui, on s'est rendu compte que le but c'était que ça soit délicieux à écouter. Délicieux à écouter. On avait peur que le côté bocal, c'était vraiment le côté émission. Si, c'était pas mal le côté bocal, mais bon, parce que là, en fait, je vais vous dire mon truc et vous allez être en mode oh. Ouais, c'est vrai. Ok. Je suis d'accord, il y avait un vrai truc avec le côté bocal. Il y avait un concept, parce que moi, je suis en mode. Là, t'es frustré là. Est-ce que vous êtes prêts? Là, je te sens frustré. Il y avait un bocal dans le bureau. Putain, mais en fait là, non mais il faut expliquer aux gens que on a une conversation un peu cool et tout, alors que moi je pensais qu'on allait commencer direct dans le dur, tu vois. Non, donc là, mon idée, c'est. C'était filmé, hein, justement. Mon idée, non, je sais bien sûr, mais mon idée, elle est très politique. Bah vas-y. Putain, en fait j'en ai deux. Vas-y. Est-ce que je dis celle-là ou pas? Honneur à toi. Attends, je prends 10 secondes avec moi. Ouais. Je voulais faire un truc méga politique, mais on le fera après, ok? Mon premier sujet était l'antisémitisme et culturel. Ok. Bah surtout, je suis profondément humble et modeste sur ce sujet-là parce que j'y connais pas grand-chose, pour être très franc. Bien sûr. Mais... Après, on en a tous vécu. Non, déroule d'abord. Ah oui, pardon. Non, mais en fait, je vais pas faire ce sujet-là parce qu'en fait, on était sur une bonne vibe, tu vois. Ah, on peut être sur une vibe. Après, on peut changer de vibe. On va changer de vibe après. Parce qu'on va quand même revenir sur l'antisémitisme parce que j'ai deux passions. C'est l'étude de l'antisémitisme et l'étude de la communauté LGBT et plus particulièrement sur la première lettre du sigle LGBT qui est le L. Et moi, Qui sont les lesbiennes, du coup. Exactement, bravo. Pour les trans, quoi. Et moi, mon idéal contre-courant, c'est les lesbiennes vont changer le monde. Ok, bah vas-y, développe. Vas-y. Ah oui, il faut développer. Ouais. Bah oui, il faut développer, sinon, bien sûr. 30 secondes, comme ça, nous, on peut vraiment... Évidemment, c'est une idée un peu slogan, puisque, effectivement, les lesbiennes peuvent changer le monde, mais d'autres gens peuvent changer le monde, évidemment. Je respecte évidemment tout le monde. Pour moi, ce qui m'intéresse dans cette société actuelle et à venir, c'est qu'est-ce que représente l'amour entre femmes et qu'est-ce que ça dit de la société que l'amour entre femmes dérange autant ou soit autant invisibilisé. C'est vrai que je vais vous poser une question, les garçons. Est-ce que vous pouvez me citer 3 femmes lesbiennes connues en France dans le paysage audiovisuel français? Non. Ah, dans le paysage audiovisuel français? Toutes catégories confondues. 3, c'est... ça va. Miskin, 3. Angèle, je sais pas si c'est audiovisuel. Angèle, ou si, ça peut complètement être audio. Oui, bah, ça peut marcher. Je sais pas si elle est lesbienne, Angèle, en tout cas. Mais bon, bon, après, j'ai envie de dire toute sa team, du coup, Charlotte Abramo. 0 lesbienne. Ah, d'accord. J'adore Charlotte. En plus, Arthur, son mec, est excellent. J'espère qu'elle m'en voudra pas. Ok, non, mais c'était un petit exercice. C'était pas un piège, c'était un exercice pour dire que c'est difficile à répondre. Comme ça, Élisée Julia, du coup. Élisée Julia, absolument. Non, du coup, non, moi j'ai... Muriel Robin, tu peux dire. Muriel Robin, je l'avais en tête, mais c'est la seule, j'en ai pas 3. Je vous aurais cité vous deux et Muriel Robin. Christine Angot. Non, je prends Christine Angot, mais gros, tu sors ça. C'est incroyable. C'est marrant, non, mais tu vois, c'est hyper intéressant. Désolé si je vexe des gens, mais c'était. On est d'accord qu'elle est lèse, Marine Le Pen, franchement. Moi, je pense qu'elle sort avec sa coloc. Mais bon, ça, c'est vraiment une news qui n'est pas vérifiée. C'est pas Jordi. Mais j'ai un guédard assez puissant qui, un peu, a scanné Marine Le Pen. Après, ça ne la rend pas plus sympathique parce qu'elle est lesbienne. J'ai un lesbe d'art. Qui est j'ai quand même roulé ma bosse dans ce domaine, clair, je dirais. T'as roulé des bosses aussi. J'ai roulé pas mal j'ai roulé plein de choses. et donc moi ce qui m'intéresse c'est pourquoi l'invisibilisation autant de l'amour entre femmes. Et en fait, pour tout vous dire, j'ai une expérience de femme lesbienne dans ma vie professionnelle. Et ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai fait mon coming out assez tôt dans ma vie professionnelle, à savoir au début. À quel âge du coup? À 20 ans. Vraiment, mon premier job, c'est animatrice radio sur Énergie dans l'émission de Guillaume Play, que j'embrasse au passage. Et la première question qu'il me pose un peu dans l'émission, etc., c'est en gros, est-ce que t'as un mec tu vois? Et je dis non, j'ai une meuf. Donc en fait, mon coming out, il est direct le premier jour, quoi, si tu veux. Et en fait, dans le rapport que j'avais aux hommes dans ma vie professionnelle, j'ai toujours eu un espèce de rapport assez d'égalité parce que avec les hommes qui étaient hiérarchiquement supérieurs à moi, parce qu'il n'y avait pas de rapport de séduction. Et ça, c'est un truc que j'ai assez remarqué et qui m'a assez sauvée dans ma vie professionnelle, c'est que lorsque tu n'es pas dans un rapport de séduction avec un homme, ça enlève tellement de choses au rapport humain que tu as avec la personne. Il te considère directement comme un égal, voire comme un rival.
Et c'est peut-être positif, je trouve, parce que je trouve que les hommes se comportent en rivaux les uns des autres, et ça veut un peu dire genre je te considère comme mon égal parce qu'on est rival. C'est intéressant. Et donc ça m'a un peu sauvé. Tu penses que c'est désavantageant du coup pour la meuf? Bah forcément, comme on est dans une société patriarcale dominée par les hommes, donc une domination des hommes sur les femmes, ça je pense que tout le monde est d'accord pour le dire, eh bien forcément ce rapport de domination... Hommes. Complètement, bien sûr. Il peut y avoir beaucoup de nuances dans l'échelle de la société, j'entends. Parce qu'après, t'as des trucs individuels, mais à l'échelle de la société, certains hommes, c'est important de le dire. Tu vois. Okay. Parce qu'il y a des hommes qui sont dominés aussi. C'est pour ça que... Les hommes dominent les hommes, mais globalement, les hommes dominent à peu près toutes les femmes, tu vois. Oui, mais dominent aussi les hommes. C'est vraiment important de le dire. Parce que bien sûr. Ce qui a fait câbler beaucoup de gens. Je rebondis du coup un peu sur ce que tu dis. Ce qui a fait câbler énormément de gens sur la partie LGBT et qui a fait que ça a quand même très mauvaise presse pour beaucoup de monde, encore aujourd'hui. Alors que tu as quand même eu la loi sous Hollande, tu as eu quand même plein de choses hyper positives dans les avancées. Ce qui a fait câbler beaucoup de gens, c'est le côté, en gros, privilège, patriarcat, les hommes dominent. Et le mec, et le mec qui est au chômage, qui s'est fait quitter par sa femme, qui voit plus ses enfants et qui a une vie de merde, il est en mode, alors à quel niveau je domine qui, moi, en fait, dans ma vie? Et ça, tu fais ça à l'échelle de toutes les frustrations de mecs, les gens ont câblé. Non, mais grave. Et on crée du coup en fait ce contrepoids. Parce que le côté en gros, c'est un peu le débat all men are trash ou not all men, quoi, en fait. Tu vois, un peu. Et sans défendre un not all men, parce que moi, ces considérations-là, je les connais pas bien, donc je serais bien cavalier de vouloir m'en emparer d'un côté ou de l'autre. C'est plutôt de se dire que le problème de raisonner toujours en systémique, tu vois, sur ces trucs-là, c'est qu'en fait, au lieu de d'essentialiser un problème, c'est-à-dire de créer des tendances et des tendances et des généralisations, on crée des globalisations. Et c'est pas la même chose. Et des rivalisations. En gros, dire les mecs sont plutôt comme ça et dire tous les mecs sont comme ça, c'est pas du tout la même chose. Et selon moi, ça provoque, au lieu de provoquer une adhésion, typiquement, les meufs vivent des violences sexuelles, que ce soit ordinaires ou carrément violentes, en mode pénal, ce que tu veux. Bah, en fait, le fait de se dire en gros tous les hommes va t'exclure les hommes du soutien de ce truc-là, alors même que tout le monde va s'identifier sur une mère, une sœur, une copine, et tout ce que tu veux, tu vois. Ouais, moi je pense pas. Je pense que tu vois ce que je veux dire, moi j'avoue que j'essentialise un peu ce oui, mais essentialiser, moi c'est pas le problème, c'est le côté généraliser, ça me va même, c'est le côté globalisé. En mode, du coup, Jules et moi, on est potentiellement des patriarcaux horribles, tu vois. Non, en puissance, tu vois. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Ok, non, d'accord. C'est pas du tout ce que je voulais dire, et je vois grave ton point, et t'as raison de le relever pour défendre un peu forcément ta paroisse, mais je reste assez persuadée que, tu vois, on est entrepreneurs tous les trois. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'ai souvent des conversations avec des hommes entrepreneurs, et souvent, ils me disent qu'ils ont levé des millions d'euros, alors que mes copines entrepreneuses, il y en a peu qui ont levé des millions d'euros. Alors ça, c'est vrai que dans l'économie il y a une espèce de la start-up, c'est très compliqué d'être une femme. Donc, pour le mais ça, c'est ok. Genre, c'est pas parce que tu dis ça toi là que t'es pas féministe. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, ce que je veux dire, c'est que globalement, quand tu nais garçon, t'as énormément de pression et des choses qu'il faut détruire et déconstruire. Ça, c'est certain. Et je sais que j'ai déjà parlé avec toi, et toi je te connais pas, mais ça se voit dans ton regard que vous êtes forcément des soutiens à la cause féministe, etc. Parce que vous êtes hyper cool comme mec. Se font dégommer, non mais grave. Ouais, globalement. Mais même dans vos sujets à vous, à savoir l'entrepreneuriat, vos sujets, je pense que c'est plus. Moi j'ai monté le mode avec ma petite sœur, donc. Voilà, exactement. Et le côté faire gagner en économie chez les femmes. Et mais ce que je veux dire, c'est globalement quand tu nais garçon, moi j'ai un frère, et donc à éducation égale, à éducation égale, on n'est pas du tout les mêmes, et on n'a pas du tout les mêmes réflexes et les mêmes armes dans la vie. Et ce que je vois, c'est que lui, on va pas parler de lui, mais je veux dire, les hommes sont un peu, sont conditionnés pour dominer, mais c'est pas vraiment de leur faute. C'est une pression. C'est un problème qui est vraiment systémique. C'est-à-dire le système est fait comme ça. Tu penses on est en train de tout aujourd'hui dégommer. Ouais, carrément. Sauf qu'aujourd'hui, la différence, c'est qu'on est en train de tout dégommer, et c'est génial. Et il y a de plus en plus de femmes qui prennent le pouvoir, ou pas, ou qui prennent le pouvoir dans leur domaine, et c'est génial. On dérive totalement sur le sujet. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est que du coup, je suis beaucoup plus jeune que toi. Et dans mon éducation, alors que mon père et ma mère ont une éducation extrêmement patriarcale et très traditionnelle, je le pense, on m'a jamais éduqué. J'ai une sœur, du coup, une grande sœur. On ne nous a jamais éduqués. Et d'ailleurs, ma sœur a beaucoup dominé
pendant notre éducation, parce qu'elle était du coup la grande sœur, donc il y avait ce rapport de force du supérieur, tu vois, au niveau de l'âge. Et donc j'ai pas du tout été éduqué, et moi je suis pas du tout conditionné avec cette vision de la femme qui doit être dominée et de l'homme qui doit être dominant. D'ailleurs, je reviens un peu sur ce que j'ai dit sur toi et moi, en plus, on a daron divorcé, éduqué par la daronne. Ouais, exactement. Surtout moi, j'ai été beaucoup éduqué par ma mère, seule. Donc, du coup, ça a beaucoup joué sur l'image de la femme forte. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de femmes, moi, dans mon équipe, et je rely beaucoup sur les femmes pour plein de choix, autant que sur les hommes. Mais ce que je veux dire, c'est que davantage sur les femmes, probablement. Et ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai dit c'est compliqué d'être une femme en start-up, et je pense que ça va beaucoup moins l'être, et probablement que ça va être un peu plus compliqué d'être un homme si les femmes se saisissent de ce truc-là. C'est que quand on a une majorité qui a fait beaucoup de bruit et une minorité qui essaie de se battre pour cette minorité-là, pendant un moment, du coup, la majorité va se battre pour la minorité. C'est-à-dire que, en tout cas, la majorité intelligente qui veut que la société globalement les gens poussent dans ce sens-là. Et je pense que du coup aujourd'hui les femmes qui prennent la parole, on le voit avec Sixtine aujourd'hui, le carton qu'elle a sur les réseaux sociaux, il n'est pas anodin. C'est qu'on a une femme qui s'assume, qui assume aussi ce qu'elle est dans son essence et ce qu'elle veut faire et son ambition, et du coup ça plaît parce qu'on n'a pas l'habitude de voir une femme déjà qui se met en avant, 2 entrepreneur qui parle du fait qu'elle entreprend, et 3 qui parle de son ambition à entreprendre encore plus. Et donc en fait, je pense que justement les femmes, et c'est un peu un appel aux femmes qui nous regardent, je pense que toi tu as un peu le porte-étendard, je pense que tu peux le faire, c'est que c'est un peu le moment d'essayer de tendre vers une personnalité qui serait la tienne et de s'assumer pleinement et d'être dans cette bataille-là, parce que nous, on est beaucoup plus à l'écoute qu'on l'était et on va être beaucoup plus sensible au fait de tendre une main parce qu'on a conscience de toute la bataille qu'il vous a fallu à vous, qui vous êtes saisi du sujet il y a peut-être 10 ans, 15 ans pour arriver à ce moment-là, tu vois. Trop grave, trop bien. Enfin, merci de dire tout ce que tu viens de dire. Dans le cas de Sixtine, moi, je pense qu'elle déchire tout, elle est trop fraîche. Et ce qui la rend encore plus stylée, c'est justement qu'elle soit aussi entourée d'hommes et qu'elle est en mode je suis là et vous êtes mes boys, mais moi, je suis un peu la chef de cette team. Enfin, trop évidemment, les 4. C'est sûr que c'est comme ça. C'est sûr que c'est comme ça. Quand tu la vois, elle te dit mon chouchou. Elle a besoin de se mettre un peu... C'est un peu la queen, tu vois. Et trop stylée. Et ça la rend encore plus iconique et ça la met encore plus en avant. Mais aussi parce que dans la vie qu'on a menée, donc en gros, moi j'ai un grand frère, il y a moi et après il y a ma sœur, en termes de seniorité dans ma famille, et qu'en fait on a été éduqués par ma daronne, par ma mère, mais qui parle trop mal, par ma mère, et on n'a pas été éduqués à féminiser les hommes ou à masculiniser les meufs. On a plutôt été éduqués en se disant faites des trucs stylés. De ouf. Et je pense qu'il y a un vrai il y a un vrai problème selon moi dans ce truc-là, et ça m'intéresse d'avoir beaucoup ton avis, savoir si ça m'était d'accord ou pas avec ça. Si ça se trouve tu l'es pas, ça serait intéressant. C'est que beaucoup de gens dans ce mouvement-là sont là en mode comment on fait pour féminiser les hommes. C'est ce que j'allais dire. Et non, pas à une échelle plus faible, masculiniser les femmes. Enfin, peut-être pas féminiser les hommes. Tu veux dire que ça c'est une idée qui a... En gros, dans les mouvements un peu LGBT, en tout cas qui prennent beaucoup la parole. Je dis pas toi, j'entends vraiment ces mouvements un peu militants. On mélange un peu de sujets, de parler de la communauté LGBT avec la féminisation de... en fait, c'est un peu dans le même... C'est vrai que eux qui mélangent le sujet, si tu me permets. Dans le féminisme, il y a quand même... Enfin, c'est quand même le mouvement féministe. Il y a des féministes qui ne veulent pas faire partie de la communauté LGBT. Qui sont du coup de droite. C'est ça que d'après la mais oui, mais faut mettre à la page. Les meufs, elles sont un peu en mode mes queens LGBT, vous êtes avec nous. Ok. On est un peu en mode... Après, je connais pas trop l'écosystème, du coup, je suis en introspection. Non, mais c'est vrai, le féminisme, c'est un... Je t'invite vraiment juste là-dessus, ça m'intéresse vraiment d'avoir ton avis là-dessus. Et que moi, j'ai l'impression que les gens, j'entends à aucun moment dans ces discussions parler d'excellence, parler d'effort, parler de résilience. Peut-être un peu plus sur le côté trauma, mais pas sur le côté juste résilience de... Tu parles dans les communautés LGBT, on entend rarement LGBT ça. Féministes, tu vois. Dans les dynamiques. J'entends pas du tout en fait assez parler entre guillemets de parcours du héros tel que théorisé par Joseph Campbell, le parcours, le héros aux mille visages, ce que tu veux. Et j'entends beaucoup plus parler de comment tu rends les forts pas forts. Oui. Les forts qui sont du coup aujourd'hui tu favorises aussi ça. Et je comprends pas du coup pourquoi du coup le but c'est pas d'armer votre armée LGBT et féministe de genre trop stylés qui font des trucs de malades plutôt que de se dire comment on va destituer le patriarche en place qui globalement le mec ça fait 40 ans qu'il est en place, le type il va pas bouger. Oui non mais c'est clair. Je comprends que tu ne comprennes pas. On crie aux méchants parce qu'en fait c'est plus facile aussi que de faire des trucs. En fait la communauté LGBT par définition et la communauté féministe si tu veux en fait les femmes elles sont plus faibles économiquement. Les LGBT c'est genre la dernière roue du carrosse de l'économie, c'est-à-dire que ces gens sont globalement extrêmement, si je dis ces gens je suis dedans évidemment, mais je veux dire en règle générale quand t'es LGBT
t'es un peu... tu es extrêmement précaire dans la société et dans la hiérarchie financière de la société, tu vois. Donc, globalement, la communauté LGBT est extrêmement pauvre et globalement, la communauté des femmes, c'est-à-dire 50% de la population mondiale, est extrêmement pauvre. Et donc, en fait, dans des dynamiques de pauvreté et de misère, t'as pas les mêmes réflexes et les mêmes ambitions et même... Enfin, ouais. Donc, je pense que je l'explique comme ça, si tu veux. Alors que, venant d'un milieu assez aisé, j'ai des réflexes et une méthode un peu, effectivement, d'ambition et d'arriver en haut de la pyramide, tu vois. Qui est la bonne méthode, parce qu'en fait... C'est la bonne méthode, mais c'est une méthode que les minorités discriminées ressentent pas comme systémique, quoi. Non, mais c'est pas ça, elles n'appartiennent pas à ce système-là, si tu veux. Ils en sont déjà privés par essence. C'est-à-dire que lorsque tu nais dans une famille extrêmement pauvre, que t'es gay et que t'es une femme, on va dire, allez, vas-y, et que t'es noir, encore, donc un autre attribut discriminant intersectionnel, t'es genre loin de Bernard Arnault, tu vois ce que je veux dire? T'es genre... Mais une autre galaxie. Sauf que je comprends très bien, c'est très juste, et ça pour le coup je souscris complètement, mais l'entrepreneuriat, c'est peut-être un peu moins vrai en France qu'aux États-Unis, mais quand même, ça reste, tu fous un truc dehors et ça plaît aux gens ou pas, peu importe qui est derrière le putain de produit. Ouais, mais en fait, l'idée de croire que... Je te jure, mec, en fait, c'est tellement... L'accès au fonds, l'accès au prêt bancaire, l'accès à tout ça, c'est beaucoup plus limité quand t'es tout ça. Non, mais même l'accès à l'idée de vouloir faire quelque chose. Je te jure, ça, c'est un truc que nous, on est... Tu veux dire que ça, c'est une prédisposition un peu mentale? Mais de malade. C'est ça qui est intéressant. J'ai l'impression que les milieux militants n'aident par la politisation plutôt à gauche. Ah là, je suis d'accord aussi. N'aident pas à l'émancipation de ces gens-là. Ils sont pris en otage par... On parle peut-être pas assez d'idées. Ces gens-là sont... Enfin, parce que ces gens-là... Non, mais parce que les minorités LGBT, par exemple, vont voter, on va dire... en majorité France Insoumise, ok, genre extrême gauche, ok. Quand t'es féministe, t'es un peu plus prédisposé, pardon, excusez-moi, à voter extrême gauche, on va dire. Mais parce que l'extrême gauche prend en otage en fait ces minorités-là, parce que c'est leur fonds de commerce, les minorités, et ils vont faire toute une propagande et une communication autour de la victimisation de ces minorités-là, au lieu de les empouvoirer. Je suis d'accord. D'accord. C'est ça le problème. Ils les empouvoirent parce que c'est leur fonds de commerce, c'est les gens qui vont voter pour eux. Le pire ennemi de cette communauté, c'est son soutien, en fait, en quelque sorte. Mais de malade, évidemment. Et moi, j'ai une question qui, du coup, va un peu de soi dans toute cette discussion-là. Tellement de droite, j'adore. Est-ce que t'es pour les quotas? C'est un truc qui m'a un peu perturbé. Du coup, j'étais à un événement Vivatech. On délibérait sur un sujet, on devait choisir des gagnants. Et il y avait une majorité d'hommes et quelques filles. Dans le jury ou dans les... Non, dans les gagnants, enfin dans les nommés. Ouais. Et on nomme du coup 2 gagnants mecs. Et il y avait dans le jury 3 femmes et 3 mecs. Et là, il y avait une journaliste dans le jury. Et la journaliste dit non, mais ça fait chier, tous 2 mecs, tu vois. Et ce à quoi moi je réponds avec un autre entrepreneur, et d'ailleurs Sixing qui était dans le jury répond aussi un peu la même chose à ce moment-là, c'est en fait, ouais mais nous on est là pour juger de l'excellence des projets et du potentiel de développement, c'est un truc que je vais développer juste après. Donc là on n'est pas là pour mettre en avant tu vois, un genre ou un autre, avoir un combat sociétal. Et donc on a mis 2 mecs, avec, et après je me suis dit, c'est vrai que dans le cas de ce jury-là, on n'est pas là pour avoir une dimension, on n'est pas là pour porter un combat. Mais c'est vrai que tout cela contribue en quelque sorte, et c'est une discussion ouverte, une question ouverte en vrai que je pose, c'est que la petite fille qui est dans cette salle-là, en vrai, et qui a probablement vu quelques jurys, ou qui a probablement vu quelques concours de start-up ou non, mais en tout cas, si elle est dans cette salle-là, elle voit un peu cette systématisation du gagnant mec peut-être, et c'est ça du coup que tu essaies de décrire. Déjà, globalement, je trouve que dans ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est que vous vous posez la question. Donc déjà, c'est déjà chambé, tu vois ce que je veux dire. Tout le monde se la pose maintenant. Hein. Enfin, non, mais vous vous posez la question... Alors, je reprécise. Toutes les institutions qui organisent des trucs publics comme cela se la posent. Nous, typiquement, au Trophée de l'avenir d'Europe 1, pareil, on s'est posé la même question dans le jury, tu vois. Alors moi, personnellement, je suis pour les quotas. Parce que je trouve que c'est une manière, c'est un tremplin pour des personnes qui n'ont pas forcément accès à la réussite. Pour moi, les quotas, c'est ce qui a fait peut-être que j'en suis là aujourd'hui, si tu veux. C'est un peu les quotas, c'est un peu la conséquence sûrement de si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que des femmes ont été nommées par des quotas et qui m'ont donné l'exemple et que je me suis inspirée de ces femmes-là et que je me dis putain c'est chambé, genre je peux le faire, tu vois. Mais moi j'ai un exemple par rapport à cette question des quotas. Je me dis, tu vois, quand tu regardes les Oscars, ok, et que donc il y a toutes les remises de prix et t'as la remise de prix des acteurs
et la remise des prix, enfin du meilleur acteur et la remise du prix de la meilleure actrice. Est-ce que tu penses qu'il faudrait mixer le tout et ne faire qu'un seul prix qui est l'Oscar du meilleur acteur? Question avant de répondre. Est-ce qu'il y a réalisateur et réalisatrice ou il y a juste réalisateur? Non, et ça c'est un truc de ouf, tu vois. Ça c'est une excellente question, bravo Valorant. Pour le coup, putain, j'aime bien parce que en fait ici je me déguise en meuf de droite et je leur mets des petites idées dans la tête. Tu viens de me péter le crâne. Mais déjà t'as auto-décrété que c'était de droite. Non mais je rigole, non mais oui bien sûr, vous êtes moi je suis plutôt de droite en vrai. Anti-politique. Il y a aucun mal. Mais pour moi il y a pas de gauche et de droite ici. Enfin moi je sais même pas si je suis anti-politique. C'est juste qu'on est en exactement. Mais pour le coup, ça, et je l'avais jamais pensé sous cet angle-là, mais très bonne oui, question, madame. Valorant. Oui, Bravo, madame. Oui, Julia. Et c'est pour ça qu'on parle de cinéma. Et je vais vous dire, le cinéma, c'est pour ça que, tu vois, c'est c'est pour ça que MeToo Cinéma fait énormément de bruit. Parce que le monde du cinéma reflète en réalité toute la société. Et quand tu dis meilleur réalisateur, meilleur. Non, mais tu reflètes pas toute la société. Ça construit l'imaginaire de la société. Exactement. Tout à fait. C'est presque l'inverse d'ailleurs. On devrait bosser ensemble. C'est la société qui reflète le miroir du cinéma. Bravo. Et mais ça c'est une excellente question. Tu vois pourquoi il n'y aurait pas meilleure réalisatrice et meilleur réalisateur? Parce que clairement, déjà il y a que 2 femmes qui ont remporté la Palme d'Or dans toute l'histoire du Festival de Cannes. C'est une chose. Et pour les Oscars c'est un peu pareil. Je crois qu'il y a une femme. C'était Greta Gerwig. Greta Gerwig. Non, elle n'a pas eu. Non, l'Oscar du meilleur réal, là, je crois, cette année, c'est Christopher Nolan. Bref, moi, j'adore Christopher Nolan, donc il l'a mérité. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une super question. Et en fait, pourquoi il n'y a pas plus de catégories? Tu penses qu'il pourrait y avoir une catégorie meilleure réalisatrice, tu vois? Bah, s'il y a la catégorie meilleure actrice et meilleur acteur, oui, logiquement, oui. Exactement. Et en fait, si tu crées une catégorie meilleure réalisatrice, tu crées une économie en fait pour les réalisatrices et tu crées le fait qu'il y ait plus de meufs qui vont créer des films et créer des imaginaires. Trop d'accord. Collectif pour tout le monde. Ça c'est stylé. Donc ça c'est des solutions stylées. La catégorie meilleure réalisatrice au César par exemple. Mais tu vois ça c'est stylé. En vrai, nommé, je vais aller. De toute façon, globalement, il faut que je sois présidente des Césars, je pense. Globalement. Après, en vrai, il y a un vrai sujet parce que c'est pas que le cas dans les académies de cinéma ou dans les académies de. Putain, tu vas me péter le crâne. Parce que là, on parle un peu de nos microcosmes, mais dans tout ce qui est des concours ou des prix, tu vois, il faudrait du coup à chaque fois, je pense, c'est un peu ça la solution pour ni brusquer le mec qui s'est donné et qui a beaucoup travaillé et qui mérite son prix, ni la meuf qui se retrouve parce qu'il on lui passe devant parce qu'en fait il y avait voilà. C'est en fait justement créer 2 prix distincts avec un prix pour une femme et un prix pour ça réglerait tout. Oui, let's go. Et en vrai et là-dessus pour moi c'est beaucoup plus sain de faire ça que de faire des quota sur, on va dire, un entonnoir final. Ah, mais du coup, c'est un quota. Non, c'est pas un quota. Justement, c'est pas un quota. C'est ça qui est stylé. Une non-mixité des. Tu vois, et par exemple, je prends un exemple. Jules et moi, on a été sortis d'un sorti. Putain, mec, il faudra qu'on fasse la liste des points communs, mec. Je pense que c'est les clones, les types, tu vois. On a été sortis d'un sorti, lui, une année avant moi. On a pas eu les mêmes meufs, donc ça. Tant mieux. Non. Et en fait, tu vois, sur les sorties d'un sorti, je crois qu'ils le font. Peut-être qu'on a des meufs en commun. C'est possible. Non, mais tu vois, sur les sorties d'un sorti, je crois qu'ils le font sans l'annoncer publiquement, le côté 15 mecs, 15 meufs. Ah oui. Et tu vois, sans le dire, tout ce que tu veux, pour moi, ça, c'est pas un quota. C'est juste, de toute façon, t'auras 15 entrepreneuses. T'auras 15 entrepreneuses. C'est un fucking quota. C'est un quota. Si c'est décidé en amont, pour moi, c'est pas un quota. Un quota, c'est quand tu vas influencer la décision finale. En gros, t'as l'input et l'output. T'as l'input et l'output. T'as ce que tu mets dedans et t'as ce que t'obtiens à la fin. Ce que tu mets dedans, c'est je veux 15 meufs, 15 mecs. Quota. Non. Le quota, c'est si tu l'as après. La définition claire du quota. Non, mais grave. Pour moi, un quota, c'est postuler, en gros c'est faites ce que vous voulez et à la fin on va sélectionner pas les meilleurs, on va sélectionner les 15 meilleurs mecs et des meufs. Non, c'est t'auras 15 mecs, 15 meufs, si tu le dis en frontline depuis le début, c'est pas ce que fait par exemple, tu vois, aux européennes. Revenons aux européennes. Sur les listes européennes, enfin vous savez ou pas que un candidat sur 2 et enfin voilà exactement, ils font un candidat homme, un candidat femme, un candidat homme, un candidat femme sur toutes les listes. Ça c'est un. Et puis ça je sais pas de quand ça date. Et des partis politiques ça va être beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile de trouver des mecs, beaucoup plus difficile de trouver des meufs. Tu vois, RN clairement ils ont dû galérer pour trouver plein de meufs. Tu vois, ils ont paniqué, tu sais. Mais même je veux dire RN, mais pareil pour LFI, c'est-à-dire que pour moi c'est. Le LV ils étaient en mode où sont les hommes, tu sais.
ELV. Ouais. ELV, c'est en mode sur les hommes. C'est Cédric Villani, t'es en mode hop là, toi, viens. Ouais, mais voilà. Mais tu vois, ça, c'est une excellente chose. L'araignée, on t'embrasse. Ce qui fait qu'il y a autant d'hommes que de femmes au Parlement européen. Enfin, super, quota. Ouais. Mais c'est bon, les quotas. Que... Et en fait, laissons les femmes, je vais te dire. Je le touche parce que, tu sais, moi, je suis très consentement, donc je le touche, mais il sait très bien. Enfin, il m'a autorisé à toucher. Toi, je t'ai pas encore touché. Je viens de le faire. Laissons les femmes. Prenons cet exemple de Parlement européen. Les femmes sont rentrées au Parlement européen grâce à cette loi de quotas en réalité, d'accord ? Oui, mais dans la politique, c'est hyper évident pour moi qu'il y a des quotas. Ouais, mais en fait, voilà, on est à plusieurs générations de cette loi qui a permis aux femmes de rentrer, et maintenant ça y est, les femmes, elles ont compris comment ça marche le Parlement, comment on est un bon politique et comment on fait pour niquer le game, tu vois. Donc, en fait, les quotas, ça permet ça. Donc moi, je suis un peu pour les quotas. Ouais. Bah, après, c'est intéressant parce que en fait, les quotas, moi, j'ai hyper envie d'intervenir là-dessus. En fait, les quotas, si vous voulez, je pense que pendant les premières années de l'expérience de la mise en place du quota, effectivement, il va y avoir des femmes qui vont être nommées à compétences non égales d'autres hommes. Mais c'est pas grave parce que ça, c'est un truc qui va durer très peu de temps. Et après ça, les femmes auront autant de compétences qu'elles auront l'expérience qu'elles auront acquis. Et je suis pas d'accord avec tout parce que j'ai l'impression que tu globalises ce sujet à absolument tous les sujets de la société. Globalisation. Ouais. Et moi, là, c'est là que je suis pas d'accord. Sur les médias, quota. Sur les politiques, quota. Sur tout ce qui a une fonction de représentation du peuple, quota. Pour moi, pas quota de couleur de peau. Parce que là, tu rentres dans un truc cringe de quelle est la couleur de peau de quelqu'un. Et là, c'est le cauchemar, c'est les États-Unis, c'est l'ethnie, c'est tout ce que je déteste. Mais, et je trouverais ça horrible de commencer à dire est-ce que c'est quelle couleur. Enfin, tu sais, le fameux mème qu'il y a de la famille des Griffins, où en fonction de la couleur de peau, il se passe un truc. Ça, je déteste. Mais homme-femme, pour moi, quota, évidemment, sur le côté politique, tout ce que tu veux. En revanche, et là où moi j'y vois un beaucoup plus gros problème, école d'ingénieur d'un côté ou licence de philosophie de l'autre, pour prendre les deux gros clichés. Ou licence de philosophie, t'as plus de meufs, et école d'ingénieur, t'as plus de mecs. Si là tu commences à mettre des quotas, là pour moi tu tombes dans le grand n'importe quoi. Parce qu'en fait, là pour le coup. Parce que pour le coup, là c'est juste des gens qui sont dans une société, dans un écosystème un peu plus privé, et qui n'ont pas besoin de représentation. Tu vois ce que je veux dire ? Je te prends un exemple. La Scandinavie est les pays, il est considéré comme les plus égalitaires sur la relation homme-femme, tu vois, avec beaucoup de quotas dans beaucoup de domaines. Ce sont les pays où les études d'ingénieur et de philosophie, mais tu pourras en prendre d'autres, sont les plus déséquilibrés. Après, tu vas me dire, très bon argument, que tu aurais raison, qu'en fait, ça se passe au niveau de la culture. Donc, quand tu laisses libre à tout le monde, mais que tu n'influences pas la culture, il se passe ça. Ok, très bien, je comprends l'idée. Mais sauf que pour le coup, tu ne peux pas te retrouver dans une situation où le mec qui a largement le niveau de rentrer dans une école d'ingénieur ne va pas y rentrer parce qu'une femme qui a un moins bon niveau que lui va y aller. Alors qu'en politique ou dans les médias, comme c'est censé représenter les gens, je trouve ça hyper fine. Ouais, mais alors, vous voyez ce que je veux dire ? Moi, personnellement, je porte en moi, je crois beaucoup au transgénérationnel, d'accord ? Donc, de se transmettre de génération en génération des traumatismes. Je sais qu'on n'aime pas ce mot-là, mais je suis obligée de l'utiliser en ces termes. Pourquoi Simone de Beauvoir... Non, putain, attends. Pourquoi ? C'est chaud, c'est chaud. Pourquoi Simone de Beauvoir, en fait ? Non. Vous avez 2 heures. La grande différence entre Simone... Non, putain, non, ok, vas-y, attends. Je vais pas me lancer là-dedans parce que ça va être trop chaud. Historiquement, d'accord, je porte en moi l'histoire du droit des femmes, forcément, puisque mes aïeux femmes, ouais, bien sûr. Voilà. Aïeux femmes, aïeul, aïeul, je sais pas. Non, ce que je veux dire, c'est que ça fait pas si longtemps que ça que les femmes ont le droit de passer le baccalauréat, que les femmes ont le droit de passer l'agrégation, que les femmes ont le droit d'être acceptées à Normal Sup ou dans toutes les grandes écoles finalement qui font compter un peu les élites de ce pays. Ça fait pas si longtemps que ça. Mais quand je dis que ça fait pas si longtemps que ça, c'est que ça doit dater vraiment d'il y a une 50aine d'années. Ouais, avant cette période-là, les femmes n'avaient pas le droit de s'inscrire dans ces écoles et pour potentiellement avoir ces diplômes. Donc en fait, quand on regarde, au regard de cette histoire-là, il a fallu faire passer des lois pour que les femmes soient sur les bancs de ces écoles-là. Donc en fait, là aujourd'hui, je suis, moi, fermement convaincue qu'il faut encore les motiver, encore les pousser. Et les quotas, c'est ce qui existe, c'est le seul outil qu'on a c'est pas une prime pour motiver les gens. Parce que quand tu vois Polytechnique... Une prime à la paresse ? C'est pas une prime. Vraiment, j'insiste, tout ce qui est politique médiatique, je trouve ça évident parce qu'il y a un sujet de représentativité des gens. Et tu peux pas avoir 50% de la population qui représente 20% du temps d'antenne ou 20% de l'Assemblée. Ça, c'est
évident et je pense qu'il faudrait mal voir les choses pour le comprendre. En fait, en revanche, moi, dans le sens, je prends juste un autre exemple, mais c'est dans le côté ingénieur, où tu as aujourd'hui en moyenne, on va dire, entre 20 et 30% de femmes par promo dans les écoles d'ingénieurs. Ouais, enfin, Polytechnique, c'est 7%. Certes. Et Polytechnique, c'est public, donc c'est encore une fois autre chose. Quand c'est public, c'est autre chose. Quand c'est public, c'est autre chose. C'est public, c'est autre chose, mais c'est pas autre chose. C'est la vérité. C'est pas parce que tu parles comme Cyril Hanouna que c'est normal. Mais non, c'est la vérité. C'est l'argent de tout le monde. L'argent de tout le monde, c'est pas la même chose que l'argent privé. D'accord, mais ouais. Il faut faire une prépa de ouf et je veux dire. Certes, mais voilà. Et ce que je veux juste dire, c'est. Du coup, si t'expliques ça, ça veut dire qu'en gros, à niveau égal, il y a. En gros, ça met, je sais n'importe quoi, les 250 premiers mecs, le 250e, il a 12 sur 20. Et que pour une femme, c'est la 120e femme qui a 12 sur 20, tu crées une inéquité pour le 250e. Ouais, mais c'est une inéquité qui va durer genre 10 ans. Oui, mais c'est-à-dire que c'est. Oui, mais la vie de ce gars-là, lui, il est là en mode genre j'étais à une place de l'avoir. Eh ben, oui, mais. Et il est en mode grosse marque. This is the life. Et il va faire ouvrir des blogs horribles en disant tout se faire foutre, tu sais ce que je veux dire. Ouais, bah, il fera autre chose et c'est le destin. Parce que tout arrive pour une raison, je crois beaucoup à la loi de l'attraction. Mais. Répondre l'inverse. Ouais, mais en fait, si tu veux, c'est comme la discrimination, enfin, c'est comme cette image de la première petite fille qui est rentrée dans une école, la première petite fille noire qui va à l'école. Entourée de blancs, etc., et qui se fait entourer d'un service de sécurité, etc., parce que c'est la première petite fille noire. Ouais, genre cette image qu'on a tous eue, je veux dire, il faut aider les minorités qui n'ont pas accès, et peut-être que cette petite fille noire a remplacé un élève blanc qui était à une place de rentrer dans cette école, mais si tu veux faire avancer cette société, et en fait, moi je pense que je crois beaucoup au vivre ensemble, alors peut-être que c'est vraiment démago de dire ça, mais je crois qu'il faut aider les minorités à accéder au pouvoir, et en fait, tout le monde en sera gagnant. Parce qu'en fait, on parle des femmes. Donner une place aux femmes dans cette société, c'est vraiment créer de l'économie. Être plus fort économiquement. Et on s'y retrouve plus dans ce milieu capitaliste. C'est les indicateurs le trouvent. C'est intéressant ce que tu as dit, c'est que tu dis donner à cette minorité un accès au pouvoir. Ce que je trouve un peu dommage dans le combat féministe, et c'est pour ça que je le trouve un peu inaudible parfois. Du coup, je vais écouter tes contenus dorénavant, parce que je trouve que tu es un peu plus posé que certaines autres que j'écoutais. C'est qu'on ressent un peu cette nostalgie des grands combats de l'époque, qui était légitime, c'est-à-dire quand t'as pas le droit de passer un master, quand t'as pas le droit d'aller voter de compte en banque. À l'époque, quand t'as pas le droit d'avoir un compte en banque, putain de t'as compte pas le droit en de conduire, et c'est encore le cas dans plein de pays. De mettre un pantalon. Qui était, tu vois, on pourrait les. Il y a pantalon ok, mais l'oseille, tu sais. Il y a une liste énorme, tu vois. C'était des combats qui étaient vraiment extrêmement importants, complètement légitimes, et en effet, il y a des femmes qui les ont menés, et aujourd'hui, ce sont des stars, et heureusement, tu vois. Aujourd'hui, en vrai, les hommes et les femmes sont plutôt égaux, je trouve. Et je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à trouver leur place sur le spectre politique et qui prennent ce sujet-là en s'inspirant des anciennes, en disant bah en fait ça a toujours été comme ça, on s'est toujours battu, on a toujours créé des révolutions, on a toujours choqué pour arriver à des grands combats et donc à des grandes solutions, donc on le fera toujours parce que c'est comme ça. Alors qu'en fait à l'époque c'était le cas parce que oui il y avait une société purement inégalitaire, mais aujourd'hui je trouve que c'est plus du tout créer des tendre vers l'égalité. Je suis désolé pour le coup, je déteste couper la parole des gens, mais je trouve que c'est plus cette idée de tendre vers l'égalité, mais je trouve que ça a été plutôt de tendre vers la quête du pouvoir. En fait, on veut justement diriger pour pouvoir ensuite asseoir un pouvoir qui serait le nôtre, alors que l'idée, c'est pas d'avoir le pouvoir, l'idée, c'est juste de composer avec les parties prenantes. Ouais, bien sûr. Alors, non, mais toi, t'es trop mimes parce que, genre, enfin, je veux dire, t'as 21 ans, donc, et comme tu viens de le dire, t'as grandi, c'est pas du tout infantilisant ce que je te dis, c'est bien que sûr. T'as l'air d'être un mec méga ouvert d'esprit de par ton âge, et c'est une force, et c'est d'ailleurs les nouvelles générations, vous avez cette force-là. C'est que de l'ouverture d'esprit. Si tu veux, voilà, d'être dans des lycées où des hommes se pécho entre eux et que ce soit pas un problème, ce qu'on n'a pas connu nous. Ce que je veux dire par ce micro-exemple, c'est que vous êtes beaucoup plus ouvert d'esprit et vous avez beaucoup plus, justement, ce prisme de l'égalité. Moi, j'ai 10 ans de plus que toi et je pense pas que les hommes et les femmes soient égaux. Oh là là, je pense pas que les hommes et les femmes soient égaux. Et ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, les féministes que vous trouvez ridicules et qui vous saoulent, d'accord, non mais genre qui peuvent me saouler moi aussi, elles participent quand même à un mouvement qui a fait que cette année, on a inscrit l'IVG, le droit à l'IVG dans la Constitution. Et ça, en fait, ça prouve que le combat féministe, il est pas ridicule parce qu'il y a encore des grandes choses à faire. Si tu me permets, c'est Karen Oblinsky qui était en front sur ce sujet-là, si je dis pas de bêtises. Et Rachel Flore. Je suis pas sûr que Jules pense à ces personnes-là quand il parle de féministes qui les. Et c'est justement ces personnes-là. Alors figurez-vous. Qui sauvent un peu ce combat-là. Karen et Rachel Flore, elles sont brillantes. Oui, elles sont brillantes et je les aime, c'est mes potes. Mais une qui n'est pas du tout ma pote, c'est Mathilde Panot, je vais te dire. Ouais. Et Mathilde Panot,
c'est pas du tout pour lui lancer une fleur parce que vraiment j'ai envie de lancer plein d'autres trucs que des fleurs, mais elle a été aussi à l'initiative effectivement 100%, de ça. C'est-à-dire que elle participe parfaitement à ce genre de personnes qui peuvent me vénérer sur ses idées et sur même des idées féministes qu'elle peut avoir qui sont ridicules. Mais tu vois, malheureusement, dans tout ce brouhaha de possibles conneries, il y a des choses bien qui peuvent en être. Heureusement. Mais ce que je veux dire, c'est que... heureusement qu'il y a des trucs cool dans En fait, il y a autant de féministes relous qu'il y a de mecs qui ont des idées reloues. C'est-à-dire que tout le monde est relou, en fait. Moi, c'est ça que je pense dans cette société. Et que peu de gens sont brillants. Même nous, on est relous. Ça se trouve, on casse les couilles des gens depuis 1h10. Enfin, tu sais... Ouais, mais si personne n'est allé jusqu'à 1h10, c'est clair. Vraiment, ça. Ouais, grave. Je rigole, mais moi, je pense pas que les hommes et les femmes soient égaux. En tout cas, ils ne sont pas égaux. Waouh, on rentre dans un sujet. Non, ils ne sont pas égaux biologiquement. J'ai une vraie question pour toi, en fait, moi, je suis partisane du fait que les femmes, quand même, ont des différences biologiques des hommes qui font qu'elles n'ont pas la même vie qu'un homme. Je veux dire, avoir ses règles. C'est ce que j'allais dire. D'accord. Si on prend que cet exemple-là. Porter le bébé. Enfin, il y a des moments. Moi, j'ai appris il y a 2 secondes dans ma vie que j'avais un cycle d'hormones qui me faisait changer d'humeur. Et en fait, j'ai tout compris à ma vie quand j'ai compris ça. Mais si tu veux, si je viens de l'apprendre, c'est que toutes les milliards de femmes qui ont vécu sur cette planète avant moi ne le savaient pas. Et que, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que genre, en fait, on n'a pas le même corps, donc on vit pas les mêmes choses. Et sur ce sujet-là, j'ai une vraie question pour le coup, moi qui me traverse et qui parfois me fait vraiment péter un plomb. C'est qu'est-ce que tu penses des femmes ou des hommes, en tout cas des transgenres, dans les compétitions sportives? Parce que tu viens de dire qu'il y avait une différence biologique. Il y a vraiment des débats tout le temps, tu sais, des débats valises. Oui, mais parce que moi, du coup, j'ai été élevé dans une famille de sportifs. Surtout des sportifs de combat. Tu sais que moi aussi je suis ceinture noire de judo. Ah ouais, moi je suis pas ceinture noire de judo pour le coup, donc tu me fumes à tout moment là, on sort de la chaise, tu me démontes. Mais non, moi j'ai fait un badminton une fois. Moi j'ai fait du rugby, donc pas. Mais et tu vois, récemment on a vu que dans des pays comme le Canada ou d'autres, il y avait des hommes qui étaient dans des compétitions de femmes sur des rings de boxe. Dans des sports en fait dans des compétitions de femmes désolé, j'ai pas le langage, mais en gros pour te dire que moi je trouve que justement l'inégalité elle est pour la femme qui compite, parce que le mec qui arrive avec ses bras de mec, sa force biologique, parce que tu l'as précisé, on n'est pas fait biologiquement pareil, et nous on est beaucoup plus fort physiquement de base, tu vois. N'importe quelle femme aujourd'hui de mon âge qui n'a pas forcément fait les sports que j'ai fait, ou alors même qui a fait les sports que j'ai fait, normalement je suis plus fort qu'elle, tu vois. Donc c'est extrêmement dangereux, je trouve, d'arriver à ce travers-là et de justement aller dans les quotas et l'égalité sur ces sports-là, parce que il y a beaucoup de risques. Mais je crois que ce sujet-là, en fait, si tu veux, c'est le seul sujet sur lequel il peut y avoir un débat sur la question transgenre, c'est-à-dire que ce débat-là, oui, je vais te dire, moi, à titre personnel, j'ai fait du judo, donc évidemment, je sais que les catégories, la mixité au judo, par exemple, est impossible. Mais on ne parlerait même pas de mixité, puisque les femmes trans sont des femmes et les hommes trans sont des hommes, ok ? Mais je pense que ce débat de la compétition sportive, c'est le seul endroit où il peut y avoir débat sur la question transgenre. Donc effectivement, moi personnellement, je pense qu'il y a des sports où ça peut pas être possible, mais ça c'est vraiment, je veux dire, c'est mon avis. Il y a d'autres sports où ça peut être possible, où il peut y avoir effectivement des hommes trans qui sont dans les équipes des hommes et les femmes trans qui sont dans les équipes des femmes. On va prendre par exemple l'exemple de la danse, par exemple, tu vois ce que je veux dire. Il y a des compétitions au JO de danse. Il y a des sports en fait où c'est possible. Il y a des sports où c'est pas possible. Effectivement, le tennis, le judo, ces choses-là. Bon. Il y a de la nuance, tu vois. C'est ce que j'apprécie. Mais c'est ça. En fait, il faut rentrer dans le détail de chacun, effectivement, de ce sport, etc. Mais en vrai, le sport, c'est le seul. Parce que, par définition, c'est la démonstration de force, etc. Où c'est le seul moment où, effectivement, on peut avoir un débat. Mais sur tous les autres débats sur la question transgenre, il faut laisser les gens tranquilles. Il y en a un autre pour le coup, moi, qui me met un peu plus mal à l'aise. Quoi ? Je disais, je pense.
Je pense qu'il faut laisser les gens tranquilles et laisser les gens liberté individuelle, comme ils le souhaitent, parce qu'en fait une société de gens heureux, c'est une société qui va bien. Surtout tu mesures, ça c'est hyper important comme phrase, tu mesures la qualité d'une société dans sa capacité à accepter et à rendre heureux et à permettre la même vie aux gens les plus marginaux. Et je vais vous dire, c'est vraiment ça pour le coup, c'est unanime dans toute la société et de toute l'histoire de l'humanité, même quand tu vas à l'Empire byzantin, l'Empire ottoman. Donc ça c'est très neuf comme discours, tu trouves, d'avoir un discours comme c'est très neuf comme discours, l'acceptation. L'acceptation, c'est neuf comme discours, tu trouves chez l'acceptation en général. Ouais, l'acceptation en général de toutes les formes d'expression humaine, physique. En revanche, moi, pour le coup, autant je m'exprime pas trop sur le truc du sport parce que en vrai, ça me concerne pas, je m'y connais pas et que c'est le genre de sujet brûlant donc j'ai même pas du tout envie de me foutre pour être très franc. En revanche, là où moi je pose question et ça m'intéresse, du coup je te challenge, je t'ai répondu sérieusement. Je te challenge là-dessus. Toi, t'es hyper à l'aise d'avoir, ou toi, ou du coup d'autres femmes, d'avoir en fait ce qui a été anciennement un homme, maintenant une femme, dans des toilettes pour femmes par exemple, avec y compris du coup le côté potentiellement. Franchement. Je pose la question. Alors, moi personnellement. Alors là, vraiment, c'est pas pure curiosité. Honnêtement. Moi, je m'en fous, ça change rien à ma vie. Je suis assez à l'aise. Ok. Et t'as déjà rencontré des femmes qui ne l'étaient pas ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, pourquoi je serais mal à l'aise ? Parce que une femme trans, donc, qui était un homme. Les femmes trans disent qu'elles ont toujours été des femmes, ok, mais pour qu'on se comprenne tous. Si une femme trans qui a anciennement été un homme, même si c'est un peu discriminant de leur dire ça, effectivement vient dans mes toilettes, je veux dire, cette personne est soumise à tellement de violence, de discrimination au quotidien. Et que je pense pas qu'elle ait envie de m'agresser, si tu veux. En fait, pourquoi je serais mal à l'aise, ce serait parce qu'un mec, en gros, déguisé en femme pourrait m'agresser potentiellement et me violer dans des toilettes. Ce qui est la question sur le sport. C'est ça, en fait, le bail. Mais c'est pour ça que je fais la transition du sport à ça. C'est parce que dans le sport, c'est ce que beaucoup... S'il y avait une nageuse américaine qui avait fait tout un discours en disant « J'ai bossé toute ma vie pour être la meilleure nageuse. J'ai toujours été la meilleure. » Et là, je me suis fait battre. Et je me suis pas fait battre. Je me suis fait écraser la tronche. C'est injuste. Ça, c'est totalement injuste. Et malheureusement, ça tombe sur cette meuf. Et pareil, j'ai entendu plein de boxeuses, notamment, qui se sont pris des raclés de fou et tout. En fait, c'est dans les sports, de démonstration de force où c'est compliqué. Et en fait, il faudrait créer des technologies. De baisser les hormones et je sais même pas si c'est suffisant et encore une fois pour en parler il faudrait peut-être inviter quelqu'un de trans aussi effectivement pour participer au débat. Moi ça m'intéresse vraiment parce que j'ai beaucoup de mal avec ce sujet il faut vraiment qu'on me tu vois on avait reçu je pense que ça n'arrivera pas, c'est-à-dire que y ait des. Enfin, je veux dire, aux Jeux Olympiques, par exemple, c'est formel, c'est-à-dire les personnes trans parce qu'il faut pas oublier le cynisme aussi de... Ne jouent pas dans les autres catégories. Faut pas oublier aussi le cynisme, parce que nous, on est toujours un peu dans notre prisme de notre monde occidental, où on est en démocratie libérale, et globalement, les gens, ils sont gentils, ils sont plutôt fers. Mais ces mecs t'autorisent ce genre de truc. Tu peux être certain qu'un pays qui veut juste briller pour avoir beaucoup de médailles, il va envoyer, des pays très 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 peu démocratiques, il va envoyer un maximum de personnes essayer de passer les lignes pour qu'ils n'auront pas le choix. Je suis pas sûr que les Iraniens, par exemple, les mollahs iraniens, envoient beaucoup de femmes transgenres dans les compétitions de femmes pour qu'elles gagnent et qu'elles rapportent plein de médailles. Ce serait une belle surprise. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire ça serait pour le coup, moi ça me ferait pas mal marrer. Je crois pas que on va arriver jusque là. Mais après l'opportunisme. En revanche, 100% d'accord avec toi sur la partie individuelle c'est des gens, s'ils ont fait tout ce travail-là, globalement, c'est pas parce que c'était une partie de plaisir. Et ça, je l'entends complètement. Pour avoir parlé à plein de gens trans, c'est relou leur life, je te le dis. Vraiment, c'est chiant. Ils le feraient pas si c'était juste pour se faire kiffer ou pour être différent. C'est ça. Je suis complètement d'accord. Mais il peut y avoir, évidemment, il peut y avoir des débordements. Et ça, il faut absolument contrôler ça. Oui, il faut que les personnes qui sont en charge d'un mouvement militant ou d'une idée que tu veux propager à la société soient eux-mêmes les personnes qui dessinent les contours de leur débordement. Parce que tu vois, typiquement, je trouve que c'est aussi un truc qui existe beaucoup. Je change un peu de sujet, je grossis un peu le sujet, mais les personnes qui défendent une idée ont toujours du mal à aller défendre les extrêmes ou les jusqu'au boutistes de leur propre idée. Quelqu'un comme moi, par exemple, qui va avoir plutôt une vision très entrepreneuriale, il ne va pas vouloir dénoncer des entrepreneurs qui font de la merde. Alors qu'il faudrait.
pareil pour du coup le mouvement LGBT, mais en fait je fais pas toute pareil pour d'autres, bien sûr, bien sûr. Et ça, je pense que c'est un des plus gros problèmes de la société un peu de tribu dans laquelle on est en train de vivre, c'est qu'en fait tu vas aller défendre plutôt ta tribu plutôt que le mec de ta tribu tu vas défendre tout le monde de ta tribu plutôt que de foutre au banc le mec de ta tribu qui déconne et qui fout le bordel sur toute ta tribu. Et on va pas parler d'Israël, Gaza, Israël Hamas parce que c'était mon deuxième sujet. Non, je déconne. Voilà, ça fait combien de temps? C'est vrai, t'as raison. 1h20. 1h20, on va faire plein de coupures. Il y a plein de. On va s'arrêter là effectivement parce que ça va faire des heures. Moi j'ai adoré ce moment. Ah, moi trop cool, merci. J'ai adoré ce moment. Moi j'ai beaucoup appris pour le coup. C'est vrai? Ouais, grave. Arrête. Franchement, c'est trop cool. En vrai, tu fais. Mais je suis très très chaud. Tu fais un bête de taf là-dessus. Franchement, c'est ce que je t'avais dit avec Elise quand vous étiez venu sur le crayon. Faites un bête de taf. Moi, pour être très franc sans tout ça, parce que je te connais pas et je sais pas ce que t'as fait avant. J'ai vu que bien sûr quelques extraits. Je t'ai déjà vu passer. Je te rassure ton ego. Mais pour le coup, je te connais pas personnellement. Quelques stories. Je suis très fermé à tous ces sujets-là, tu vois. Pourtant, en étant très ouvert sur d'autres, je suis hyper fermé parce que je n'ai pas connaissance des combats et des frustrations de personnes qui ont vécu des moments comme ceux-ci, et du coup je suis hyper intéressé à l'idée de discuter là-dessus. Tu sur les médias en fait. Excellent. Bah viens, on se voit. Bah carrément. Trop chaud. Non mais en vrai je suis d'accord, et puis c'est surtout que tu arrives à avoir un discours offensif et cash que je pense que beaucoup de gens dans ces milieux militants prennent des pincettes sur tous les sujets tout le temps. Du coup, et c'est ce que tu disais, du coup on comprend plus rien. Et en même temps je trouve très nuancé et profond, tu vois. Donc on comprend bien la source du combat et le pourquoi du comment, quoi. Parfois c'est inaudible parce que après il y a des féministes qui vont pas forcément être d'accord avec moi, mais bon. Chacun sa mère. Cultivons la différence. Cultivons la différence. Et non l'indifférence, mes frères. C'est cool. C'est cool. Et surtout, je vais vous dire. Tu crées une religion, faut pas que tu crées un. C'est ça que c'est. J'ai le syndrome de Dieu un peu, donc let's go. Je disais, c'est littéralement la différence entre une secte ou un cercle et une religion. Un secte ou une cercle, on exclut et on met des barrières à l'entrée. Une religion, on essaye de ramener le maximum de gens vers son message. Alors, à la différence des juifs qui ne sont pas prosélytes, et ça c'était mon deuxième sujet, putain, on n'a pas eu le temps, qui était l'antisémitisme et culturel. Partie 2, les gars. Putain, on aurait dû faire tellement de choses. Partie 2, merci beaucoup les amis de nous avoir suivis sur Contre-Courant. J'espère que ça vous a enrichi. Nous, c'était le cas. En tout cas, c'était passionnant. Merci beaucoup, Julien, encore une fois. On remercie évidemment Kylian qui est à la prod, qui ressort là tout de suite, qui est à mi-chemin entre un joueur de tennis et un DJ, probablement Martin Solveig. Tu viens de Roland Garros ou... Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Abonnez-vous. On va sortir évidemment de nouveaux épisodes très bientôt. Toujours dans le même esprit. Ça débat et ça rigole. Ciao!